Eh ben salut Louis, ça va? Salut Ulrich, ça va bien, merci. Écoute, je suis content de t'avoir avec moi pour cet épisode parce que c'est alors, nous, on se connaît pas tellement, on a dû échanger, je crois quelques fois sur X et encore, pas des masses, tu m'as contacté tu m'as dit: «Oui, tiens, si tu fais des podcasts, ça serait pas mal de qu'on discute ensemble parce que ça peut être intéressant ce que j'ai à te dire sur, sur ton expérience, sur ta vie en tant que personne qui est expatriée, qui vit en Amérique du Sud, parce que tu as beaucoup de choses en fait à partager et je me suis dit: «Bah, tiens, ouais, carrément, on va l'inviter et on va voir justement ce que tu as à nous raconter». Alors, avant qu'on saute vraiment dans le cœur des sujets, parce que j'ai mis quelques sujets ici et là en description de l'épisode, est-ce que tu veux te présenter, brièvement pour ceux qui écoutent, qui ne te connaîtraient pas justement? Ouais, bien sûr. Déjà merci de me recevoir. Moi je t'avais proposé parce qu'en fait, j'aime bien passer sur les chaînes des contenus que je regarde. En l'occurrence, c'est le cas de ta chaîne. Du coup, pour le bunker, c'était pareil, tu vois? Je suis vraiment, les lives, de manière régulière et du coup, ça me fait plaisir de d'être là avec toi et de pouvoir, partager un peu mon parcours. Je suis pas souvent ça, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de pouvoir le faire. Ça peut être intéressant et du coup, écoute, moi, je m'appelle Louis. Donc actuellement, je vis au Paraguay. J'ai passé, quelques années, après on va dire, à la fin du covid, en fait, j'en ai vraiment enfin, j'en avais déjà ras-le-bol un peu avant, on va dire, de la France et puis après, on va dire, c'était un peu la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase, donc il fallait que je me trouve un pays, tu vois, vraiment de vie, quoi, pour pouvoir construire, vraiment ma vie dans un autre pays parce qu'en France, je considérais que c'était pas trop possible, pour moi, en tout cas, dans ma situation. Coupe juste parce que là, c'est ce que j'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose que j'entends souvent chez les expatriés. C'est l'épisode Covid, hein, qui a été assez déterminant, qui a été le point de bascule qui t'a fait en fait, qui t'a créé un déclic, où là, tu te dis: «Mais là, j'ai plus envie de vivre dans ce pays-là, j'ai envie de m'expatrier, j'ai envie de découvrir autre chose» et je t'interroge vraiment là-dessus dès maintenant parce que je pense que c'est le bon point de départ pour expliquer ensuite pourquoi tu as décidé de plier bagages et en plus, sais, pour même pas rester en Europe, mais vraiment pour traverser l'océan et aller voir, quelque chose de vraiment vraiment lointain. Alors, raconte-nous un peu comment toi tu as vécu cette période-là, donc la période de 2020-2021 sans doute, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit: «Bah, fuck it, je me casse»? Alors moi, j'ai toujours déjà été attiré depuis longtemps par l'Amérique latine. Depuis mes 17-18 ans, je vois quand même que j'ai envie au moins de voyager, si ce n'est de m'expatrier et en fait, je pense que vraiment l'épisode du covid, c'est vraiment en fait, moi, ce qui m'a fait un choc, pendant le covid, c'était vraiment j'ai observé la manière dont le peuple et les gens, réagissaient face aux événements et moi, dès le départ, j'étais plutôt, enfin, comment dire? J'étais très, tu vois, je mettais beaucoup de distance avec ce qui se passait et j'essayais de prendre du recul et en fait, j'observais quand même que les gens réagissaient beaucoup, à la peur et aux émotions et en fait, moi, ce qui m'a un peu fait un déclic, on va dire, c'est de me dire: «En fait, je suis pas serein de construire ma vie en dehors de toutes les problématiques liées à l'État, à l'administration, aux taxes et cetera, mais vraiment aussi le côté donc il y avait toute cette partie-là, mais aussi le côté par rapport à la population et de me dire: «Je suis vraiment pas serein de» enfin, en fait, j'avais plus du tout confiance dans les gens, dans mes «compatriotes» entre guillemets, tu vois? C'est pas un terme que j'aime trop, mais bon, on va dire ça et du coup, je me suis dit: «Ouais, en fait, j'avais presque, enfin, j'étais vraiment pas à l'aise» parce que je me suis dit: «Vu la manière dont ils réagissent, j'ai l'impression qu'ils sont pas spécialement dans mon camp». Tu vois? C'était un peu le sentiment que j'ai eu à ce moment-là et du coup, je me suis dit: «Je vais pas rester dans un pays où je suis vraiment pas à l'aise, avec cette population». Il y a cette partie-là et puis aussi tout le côté, tu vois, État, enfin tout disons, il y a aussi une accumulation de plein de trucs qui ont fait que voilà, quoi. D'accord, Je en me fait, suis tu avais construit. ouais, bien sûr, tu avais déjà en toi la germe de la liberté, quoi. Enfin, ça, tu avais, Ouais. et je sais que sur l'épisode de la semaine dernière avec Francis, on en parlait brièvement. On disait que ça se trouve d'un point de vue purement, caractériel, génétique. En fait, il y a certaines personnes qui ont ce caractère, ce petit truc qui fait qu'ils ont pas envie de, tu sais, comme disaient les Anglais, de comply avec l'autorité et qui sont naturellement méfiants et je pense alors
tu me dis, hein, si tu me corriges, hein, si je dis des bêtises, mais moi, j'ai vécu la même chose, que toi. Toi, c'est pendant cette période-là, il y avait en fait, il y avait quelque chose d'assez stressant, d'assez même, dérangeant et effrayant à voir à quel point les personnes du jour au lendemain, en fait, ils flippent, hein. C'est-à-dire qu'ils vont suivre ce que va dire l'État de manière des fois assez aveugle. Et moi, je me souviens au tout début du covid, je me souviens où, quand ils disaient: «Oui, on va commencer à imposer les masques dans la population». Moi, je me disais: «De toute façon, les Français vont jamais accepter un truc comme ça». Tu sais, moi, j'étais encore dans l'idée, les 80 km/h, les gilets jaunes, tu sais, l'esprit un peu Ouais, vraiment, la résistance. franchouillard, voilà. Ouais, la résistance, ouais. Et moi, je me dis: «Mais jamais tu vas imposer aux Français de porter des masques, dans la rue, quoi». C'est l'esprit gaulois, il est beaucoup trop présent, Ouais, voilà, il y a beaucoup trop, voilà. Et au final, quasiment du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à les porter. Et là, tu te dis: «Ah ouais», donc ça, il y a quand même ce réflexe qui est assez ouais, animal, voilà. assez grégaire, ouais. Et C'est toi ça, ouais, ouais. ouais, et C'est ça je t'a pense ça t'a moi inquiété ça? ouais, c'est ça, en fait, je pense que pour moi, ça a été vraiment une sorte de révélateur où moi aussi je pensais comme toi, que justement les gens, on avait ce côté, les Français, ce côté résistant, tu vois? J'ai toujours été un peu comme ça, à pas penser, de la même manière, à essayer de tout remettre en question et puis essayer d'avoir un esprit critique, d'être lucide sur les choses. Je pensais qu'en fait, tous ces trucs aussi, la liberté que j'ai, je pensais comme ça qu'en fait, tout le monde partageait à peu près ça, les Français et cetera. Mmh. En fait, je pense que ça a été un gros révélateur pour moi et un peu un choc parce que justement, on va dire, j'espérais ou je pensais ça, des Français, comme tu dis. Et en fait, au final, je me suis rendu compte à quel point il y avait une docilité et à quel point ils avaient vraiment courbé les chines, super facilement. Et bon, après, on va dire que tu avais quand même un peu de résistance, tu vois? Moi, j'étais, proche des Cévennes et il y a quand même des petits endroits, tu vois? J'imagine peut-être un peu en Bretagne, enfin, il y a des endroits où il y avait quand même peut-être des gens qui étaient un peu contre tout ça et qui auraient été comme moi. Mais au final, c'est vrai que, ouais, vraiment voir cette docilité vraiment devant mes yeux et puis aussi toute cette oppression, tu vois? Qui était vraiment hardcore du terme du côté de l'État et tout et ça non, ouais, enfin, c'était vraiment chaud. Franchement, ça, j'ai oublié tout ça, mais quand j'y repense, Ouais, c'était une période qui c'était était vraiment qui était vraiment pas fun et l'impression, en fait, que c'était une autre vie. C'est-à-dire que tu avais les confinements, bah, tu en as eu plusieurs, tu as eu, les passes, sanitaires, je crois que ça s'appelait comme ça, ou les passes vaccinaux. Ouais, tu l'impression que c'était une autre vie, en vrai. C'est assez bizarre de se dire en 2026 que ça s'est passé il y a quoi? Il y a 5 ans seulement, tu vois? ouais. C'est assez impressionnant quand tu y repenses, sur toute cette période. Et aussi, non, même quand tu y repenses, l'expérience sociale que c'était. C'est-à-dire, ça mesurait véritablement à quel point la population, elle était prête ou non à, encore une fois, à comply, à contracter, avec l'État, quoi. En tout cas, bon, cet épisode, toi, c'est vraiment ce qui a fait le déclic. Donc tu as décidé, bah, justement que à partir de ce moment-là, tu allais plus continuer de te projeter en France, hein, parce que c'était pas forcément le pays dans lequel tu voulais vivre avec ces compatriotes avec lesquels tu voulais vivre, parce que tu trouvais en eux une sorte d'inquiétude. C'est-à-dire que s'ils étaient prêts à faire ça maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire plus tard, en fait? C'est un peu la logique, ainsi de suite, si je te suis. Et comment est-ce que toi, à partir de ça, comment est-ce que tu as mis ton plan en action et comment tu t'es dit: «Bah, là, je peux plus, il faut que je m'en aille», et quelles ont été les étapes? Donc tu étais déjà intéressé par l'Amérique latine, mais concrètement, qu'est-ce qui a suivi? Bah, du coup, moi, j'avais déjà commencé à un peu, tu vois, faire pas mal de ménage, de travail sur toutes mes affaires, toutes les choses que j'avais en France pour pouvoir m'en aller. Et en fait, à un moment donné, je crois qu'il y a eu un événement, voilà, qui m'a enfin, en fait, je pense j'avais aussi, accumulé une sorte de colère, tu vois, envers, la France et les systèmes de fonctionnement, en fait, à quel point ils mettaient des bâtons dans les roues tout le temps pour des trucs cons de la vie quotidienne. Et en fait, je pense qu'il y a dû je me rappelle plus exactement, mais il y a dû avoir vraiment encore un événement, tu vois, où c'est bon, j'ai dit: «Vas-y, c'est bon» et du coup, j'ai dit à mon épouse actuelle, là, je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, moi, de toute façon, je m'en vais, quoi. Je me casse, j'en ai marre» et donc je lui ai dit: «Voilà, bah, tu fais ton choix, soit tu viens avec moi et puis sinon, voilà, tu peux continuer ta vie». Bon, elle, elle est un peu comme moi sur le côté liberté et tout, donc elle était super contente, c'est ce qu'elle attendait, en fait,
Ça faisait longtemps, ouais. Elle allait partir seule, mais elle avait besoin de elle serait pas partie seule et du coup, bah, elle était super D'accord, ouais, tu été on est parti. ouais, tu ouais, tu été l'élément déclencheur, du coup, dans la décision et elle t'a suivi et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, si c'est pas indiscret, à ce moment-là? Ça faisait pas très longtemps, en fait, ça faisait, on est parti en mars et on s'était mis ensemble en septembre. On D'accord. s'était rencontrés encore un an avant à un stage, mais là, on était ensemble depuis octobre, septembre et du coup, ouais, on est partis tous les 2 à ce moment-là. OK, ça c'est peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin un peu plus tard dans le live, mais c'est vrai que quand tu commences à envisager la question de l'expatriation, la question de la conjointe, de ta compagne, de ta femme, de ton épouse, de la mère de tes enfants, elle est assez centrale, parce que c'est des fois le plus gros frein, qui existe chez les hommes qui veulent s'expatrier. Parce que, bah, voilà, c'est pas une petite décision aussi, hein, parce que ça implique énormément de choses. C'est la famille que tu laisses entre guillemets «derrière toi», même si tu la laisses jamais véritablement derrière toi à 100, hein, mais c'est bien du coup pour toi que tu aies eu, directement dans ton cercle proche, bah, le soutien, tout simplement et puis la volonté aussi de ta conjointe de te suivre, parce que c'est pas forcément le cas de tous ceux qui veulent s'expatrier, donc tu pourras lui dire merci, hein, je pense que Ouais, ouais, non, mais oui. c'est clair et en plus, c'est vraiment, tu vois, quand tu pars avec quelqu'un, je trouve que c'est vraiment aussi un révélateur de la solidité de la relation. En fait, ça change vraiment tout de vraiment voyager et partir, en plus, dans ce contexte-là où c'est vraiment une expatriation. Ça teste, on va dire, vraiment la puissance et la solidité du couple et là, du coup, bah, nous, ça a été vraiment, positif dans ce sens-là où, hem donc ouais, non, mais c'est clair que ça change tout en plus, hein. Franchement, l'optique, ça change tout quand tu pars à 2 ou seul, ça change vraiment tout à tous les niveaux et donc ouais, c'est ouais, ouais, on est toujours ensemble donc ça a marché. C'est génial et alors vraiment concrètement, comment ça s'est passé ensuite? Dans le sens, est-ce que vous avez réfléchi longtemps? Parce qu'il y a Émile, qui pose la question dans le chat. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps avant de prendre votre décision? Est-ce que c'est enfin, entre le moment où vous avez dit: «On se casse», le choix de la destination et le moment où tout le plan se met en action? Il se passe à peu près combien de temps? Honnêtement, c'est assez rapide parce que moi, quand j'ai décidé un truc et que je suis sûr de moi, je ça va assez vite, on va dire. Mmh. Et du coup, je pense que, ouais, ça a mis, peut-être un mois pour tout clôturer. Tu sais, on a dû attendre peut-être que le contrat, il se termine, un contrat de location, mais ça a pas pris plus d'un mois du début à la fin parce qu'après le on a pris les billets d'avion. En fait, c'est surtout le temps de prendre les billets d'avion, ça a été assez rapide, Ouais. et du coup, ouais, ça a quand même été assez rapide, mais en même temps, c'est que ça faisait aussi longtemps que ça maturait, tu vois? Donc mais c'est vrai que du moment où j'ai décidé, je lui ai dit et où on est parti, ça a mis peut-être, ouais, 3 semaines, 3 semaines, 1 mois, je pense, de vraiment quitter. Ce qui est relativement rapide, surtout dans l'idée où là, tu parles d'une expatriation. C'est-à-dire, tu parles même pas d'un voyage de prise de température sur place, d'exploration en disant: «Bah, là, on va y passer une semaine, après on va revenir en France et se reposer». Là, de ce que tu me dis, c'était vraiment, en 3 mois, c'était, je sais pas, c'était vraiment préparer un départ très, très longue durée, quoi. Donc avec tout ce que ça peut impliquer, contrairement à un simple voyage. Ouais, Donc c'est rendre l'appart, c'est, je sais pas, si vous aviez des bagnoles, c'est vendre les bagnoles, enfin c'est c'est ça, ce genre ouais. de choses, Mmh. quoi. C'est Et ça. justement parce que ça, c'est un peu le côté un peu logistique, il est intéressant parce qu'il y a à la fois toutes tes possessions matérielles que tu dois laisser sur place en France. Donc ça, j'aimerais bien que tu en parles un peu, voir un peu comment ça se passe. Tu as la question de la famille aussi, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Et après, il y a la question purement administrative, hein, c'est-à-dire tout ce qui est visa, ce genre de choses et vous avez fait tout ça en si peu de temps, quoi? Ouais, bah, en fait, ouais, au début, du coup, on a vraiment rien préparé dans le sens où, en fait, on partait comme ça, c'était un peu l'aventure et l'idée, c'était en fait, moi, le message que j'avais reçu pendant longtemps à travers différents canaux, sur l'expatriation, c'est qu'en fait, il fallait vraiment choisir quand même l'endroit sur le feeling et vraiment aller sur place, tu vois? Et en fait, moi, j'avais pas trop envie de préparer, intellectuellement, de trop regarder et j'avais vraiment envie de me faire ma propre idée, c'était vraiment mon optique et du coup, j'ai vraiment rien regardé. La seule chose, je dirais, c'est qu'on est,
On a commencé en fait par la Thaïlande parce que malgré tout, je savais que pour elle, c'était une grosse décision. Moi, ça m'intéressait pas du tout l'Asie. Elle, c'était un pays qu'elle connaissait déjà, où elle était déjà allée, tu vois, avec sa mère en vacances, avec des copines et tout. Et du coup, je lui ai dit: «Bon, j'ai pas envie de faire le truc trop brutal en mode» au début, du coup, je lui ai dit: «Voilà, bah, elle on part en mode vacances», tu vois, au début. On a pris peut-être, ouais, voilà, un billet pour la Thaïlande et puis elle, c'était le pays qu'elle connaissait, donc c'était surtout pour la rassurer et tout Bien sûr. mais moi, j'avais quand même toujours en tête je savais que c'était l'Amérique latine. Voilà, sur cette partie-là. Et non, mais ça, c'est génial parce que moi, c'est exactement la même, réflexion avec ma copine, tu vois? C'est elle plutôt tournée vers l'Asie, moi, à fond tourné vers l'Amérique latine. Et justement, on va parler un peu de ça, cet attrait que tu as pour l'Amérique latine, parce que je trouve que c'est intéressant. Pourquoi l'Amérique latine? C'est la culture, c'est la langue, c'est, le côté, c'est loin, donc il y a peut-être un peu plus de sécurité, tout en ayant sur place des valeurs assez communes à ce qu'on peut connaître en France, hein, ces cultures, latines, européennes, catholiques, hein. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ton regard s'est porté de ce côté-là? Ouais, alors, donc moi, à la base, c'était vraiment on va dire, à la base, c'était vraiment un appel du cœur et c'était vraiment quelque chose qui m'attirait, tu vois? J'aurais pas pu expliquer, c'était pas du tout mental à ce moment-là. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. J'avais envie d'aller sur ce continent. Si je devais placer un point sur la carte, c'était là, intuitivement, on va dire et ensuite maintenant, tu vois, avec le recul, je pourrais te donner vraiment beaucoup, beaucoup de raisons, qui justifient pourquoi l'Amérique latine et pas l'Asie. En gros, en fait, de manière assez simple, déjà, donc tu as la culture. Donc qui est vraiment chrétienne. Ici, ils sont quand même très catholiques de manière assez homogène dans tous les pays, très croyants et cetera. Donc il y a un peu cette culture, on va dire, qui est proche de nous en tant que Français, blancs, voilà. Donc il y avait ça. Il y a aussi le côté langage, tu vois, qui est quand même vraiment très, très important quand tu t'expatries. Apprendre le thaï, c'est pas la même chose qu'apprendre l'espagnol donc il y a vraiment le côté langage qui est facile. Il y a le côté que tu es quand même plus proche, tu vois, des gens en Amérique latine que les Thaïs. Tu seras jamais enfin ça, les gens en Thaïlande, ils le diront, tu vois, les expatriés, tu seras jamais, un Thaï, tu pourras jamais t'intégrer. Alors que tu vois, si tu vas par exemple en Argentine, en Uruguay, dans plein de pays, bah, en fait, on peut même pas faire la différence visuellement avec ta tête et les locaux parce qu'il y a une forte immigration, européenne. Enfin, en fait, l'histoire, c'est l'immigration européenne. Donc il y a ce côté-là. Je dirais ça, c'est vraiment 2 aspects importants. Ensuite, l'autre aspect qui est vraiment pas à négliger, c'est que quand tu es dans une optique de s'installer, hem, en Amérique latine, tu peux acheter des terres, tu peux être propriétaire, tu peux acquérir des terres, tu peux acquérir avec ton passeport des véhicules, à peu près tout assez facilement. Alors en Thaïlande, tu seras jamais propriétaire, terrien. Tu as la loi des en Asie, la loi des 50 des locaux qui auront toujours au moins 50. Donc ils ont trouvé un peu des systèmes là-bas avec des condos, des apparts, mais bref, pour simplifier, tu vois? Ben en fait, ça c'est quand même, relativement important. De dire que tu peux quand même acheter une terre, tu peux avoir un contrat de location facilement à ton nom et cetera donc ça, tu vois, c'est des choses que j'ai compris avec le recul quand j'étais en Thaïlande, que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein, plein, plein de blocages, même les visas, tu vois? Par rapport aux visas et Mmh. cetera. En Amérique latine, c'est quand même relativement plus aisé même si bon, en Asie, en Thaïlande, ils commencent un peu à essayer d'être attractifs et cetera, de faire des visas, golden et tout. Mais c'est vrai que, moi, dans une optique long terme, c'était vraiment l'optique dans laquelle je partais, tu vois? De prévoir vraiment sur le long terme, de me dire: «Où est-ce que je vais avoir mes enfants, fonder une famille, me poser». C'était ça mon but et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'Amérique latine qui m'attirait. Maintenant, je comprends pourquoi c'est quand même intéressant, Ouais. c ouais. Ouais, totalement. Moi, je comprends totalement parce qu'en effet, comme tu dis, d'un point de vue purement administratif, d'un point de vue purement droit, l'Asie, c'est très, très particulier parce que la propriété privée là-bas, elle n'existe pas véritablement. Tu es jamais propriétaire à vie d'un bien, c'est toujours sur une durée de temps déterminée. La culture est très différente et en effet, même si, moi je connais, hein, plusieurs, personnes qui ont décidé d'aller justement au Vietnam, au Cambodge,
Laos, Bali, tout ça, en fait, grosso modo, ils vont toujours te dire la même chose. Les gens sur place sont extrêmement accueillants, ils sont très gentils, tout ça. Après sur la durée, pour se projeter vraiment sur la durée, ça devient c'est plus compliqué. C'est-à-dire la culture est très différente, la religion peut l'être aussi, les comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est législatif, administratif, c'est très, très différent. A contrario, en effet, comme tu dis, l'Amérique latine, c'est un peu le choix de la c'est un peu le choix de la raison quand tu es européen, parce que surtout en plus quand tu es européen où tu aimes bien tes racines, tu aimes bien ton ancrage, qu'il soit religieux, historique, tout ça, bah, tu te dis que, bah, voilà, c l'avenir de l'Europe, si l'avenir enfin, si ton avenir en tant que Français n'est plus en Europe, il est forcément dans une société similaire et les sociétés similaires, nous en tant que Français, donc latins catholiques, hein, c'est plutôt vers l'Amérique du Sud, hein, qu'on va se sentir, attiré en fait, qu'on va être attiré. Plutôt que même d'ailleurs plutôt que l'Amérique du Nord et ça c'est assez intéressant parce que toi tu as été en Amérique du Sud, moi j'ai pas mal aussi voyagé en Amérique du Nord, donc 2 sociétés un peu différentes, on pourra en parler OK. et alors justement, je te redonne la parole parce que là, donc vous décidez, vous allez en Amérique du Sud, OK. Le pays que vous choisissez en premier. Alors, bah, encore une fois, tu vois, c'était pas du tout, réfléchi, on va dire. En fait, j'étais en Thaïlande, j'ai dit: «Bon, c'est bon là, c'était bien, on est resté 2 mois, on peut s'en aller» et du coup, bah, on a trouvé des billets vraiment, abordables, parce que ça aussi, c'est bien de le dire, je suis vraiment parti avec pas beaucoup d'argent à la base, hem et du coup, donc on a trouvé des billets, tu vois, ça devait être 300 € pour faire, Thaïlande-Panama, avec une escale à Madrid et donc on a pris voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. C'était vraiment le Panama, c'était, le facile d'accès par avion. On a pris les premiers billets sans trop se poser de questions, sachant que l'idée, c'était vraiment d'aller dans les pays sur place pour, se faire vraiment une idée locale. Et donc on est parti comme ça au Panama. On a passé 2 3 jours à Madrid pour pas que ce soit parce que c'est quand même long, hein, les, les trajets, la Thaïlande, ça fait 10 heures, 10 heures, 10 heures, je pense les avions et du coup, bah, là, on est arrivé au Panama, 1er pays d'Amérique latine, voilà. Donc le Panama, d'accord, OK, ouais. Ça c'est intéressant le fait que tu dises, oui, vous êtes pas parti avec des grands moyens. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une question qu'on peut retrouver aussi chez certaines personnes qui souhaitent s'expatrier, par exemple. C'est oui, mais d'un point de vue purement capital, qu'est-ce qu'il faut pour s'expatrier? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut, prévoir de quoi vivre plusieurs semaines, plusieurs mois sur place? Si tu n'as pas de boulot, enfin, c'est quoi tes revenus? Enfin, de quoi tu vis, en fait, une fois que tu arrives sur place? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ouais, mais c'est ça, tu vois, rien que ça, c'est un grand sujet parce que moi, je pense déjà dans l'expatriation, c'est quand même très faut faire très attention, aux généralités et aux gens qui vont te dire: «C'est comme ci, c'est comme ça», tu vois? Je pense que faut faire vraiment gaffe parce que chaque, situation, chaque individu, il est tellement différent à plein d'aspects qu'en fait, tu as aucune réponse qui soit vraiment valable, établie et donc même par rapport aux attirances, tu vois? Tu peux pas dire un pays est bien, un pays est pas bien, tu vois? Parce qu'en fait, ça dépend c'est des banalités ce que je dis, mais c'est quand même important de le rappeler parce que je pense que les Européens, ils ont aussi tendance à vouloir beaucoup se rassurer, beaucoup lire, tu vois, des tonnes d'articles, regarder plein de vidéos et je pense qu'il y a quand même un certain danger à ça, même si ça peut être positif. Mais il y a toujours un petit danger parce que, il y a rien, je pense, qui vaut vraiment sa propre expérience. Il y a personne qui se connaît mieux que nous-mêmes et donc ouais, moi, je dirais, c'est quand même bien vraiment de faire sa propre expérience, d'aller voir et du coup, hem par rapport bah, c'est pour ça, tu vois? Je peux pas donner de trucs généraux sur, combien d'argent il faudrait pour partir, combien, est-ce qu'il faut des revenus. La règle, c'est que c'est toujours mieux d'avoir, en vrai, c'est toujours mieux d'avoir le plus d'argent possible et le plus de revenus, tu vois? Quand tu pars, pas se Mmh. mentir. Après, il y a aussi un côté quand même positif avec le fait que je sois parti sans avec pas beaucoup de capital. J'avais pas spécialement de revenus. Moi, en fait, à la base, ça, je peux le dire aussi, c'est qu'en gros, j'ai aussi, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté et que je devais choisir aussi un autre pays, parce que moi, ma passion là, depuis que j'ai 17 ans, ce que j'aime faire,
en parallèle de ce que je faisais comme activité en France et tout, c'était le trading. Moi, j'aime bien, c'est vraiment ma passion, j'aime bien ça et du coup, en France, donc ils me disaient que voilà, c'était 60 d'impôts. Je m'étais renseigné, mais quand c'est ta seule activité, tu peux pas vraiment quoi. Enfin, je pouvais pas vivre, c'était impossible. J'aurais jamais pu sortir de 2 000-3 000 récurrents, par mois avec 60 d'impôts et du coup, j'avais quand même cette optique où moi, je continuais un peu à faire du trading, mais je devais quand même arrêter parce que j'étais toujours résident fiscal français et du coup, bah, Mmh. j'ai arrêté l'activité parce que le but, c'était quand même de trouver un autre pays de résidence et de couper mes liens fiscaux avec la France. Et donc j'avais toujours ça. Je me dis: «Bon, moi, dans tous les cas, je peux faire du trading, je suis bon, là-dedans. J'ai pas besoin de beaucoup de capital pour générer, tu vois, quelques centaines de dollars, peut-être milliers, par mois, avec le trading». Et donc j'avais toujours ça un peu en backup, on va dire, en Mmh. force, on va dire, corde à mon arc. Mais bon, là, l'idée, c'était quand même je tradais pas trop parce qu'en fait, sinon, j'aurais dû déclarer à la France et ça n'avait pas de sens. Et donc voilà, donc j'avais ça au Panama et l'idée, c'était vraiment de trouver un pays pour, pour faire aussi l'activité et en fait, je dis ça par rapport au capital finalement. Bon là, après, on saute un peu des étapes, mais après le Panama, j'étais au Costa Rica et en fait, le fait de pas avoir de capital, j'avais quand même toujours cette fibre depuis que je suis jeune de côté entrepreneur. J'aimais vraiment bien entreprendre et faire des projets et cetera. C'est quelque chose que j'ai vraiment, en moi, je dirais. C'est quelque chose que j'aime bien, créer des nouveaux projets, entreprendre et du coup, j'étais limité par rapport à ça aussi en France. Et donc, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de capital, un avantage, que je vois à ça maintenant avec le recul, c'est que ça me poussait quand même beaucoup plus à être, super observateur, super lucide dans les pays dans lesquels j'allais et de regarder vraiment, voilà, où sont les opportunités, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'est vrai que ça, c'était quand même un gros truc positif que peut-être si j'étais allé avec, j'avais peut-être 100 000 € de côté, j'aurais pas j'aurais pas été aussi, skin in the game, tu vois? Ouais, ouais. Dans mon approche des pays et heu et ouais et donc ça m'a aussi permis d'apprendre les langues beaucoup plus rapidement parce que je parlais aux gens. Je demandais, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'ils font et cetera. Donc OK. ça peut aussi être un avantage de tu es un peu poussé à devoir en fait, enfin, tu as un aspect positif là-dedans, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est normal aussi, hein. Tu vas allouer ton capital là où tu penses qu'il sera le mieux alloué quoi qu'il arrive et forcément moins tu en as, bah, plus tu feras attention, c'est tout à fait logique, hein, parce que, bah, tu as forcément Mmh. plus, C'est un ça. coût d'opportunité, à le perdre qui est bien plus important, ça c'est clair et le Costa Rica, bah, justement, bah, parlons-en parce que, donc juste pour boucler un peu ce que tu viens de dire, donc tu avais pas tellement de voilà, capital. Quand tu es arrivé sur place, tu as pu reprendre, je pense partiellement un peu ce que tu faisais, donc le trading pour au moins, enfin te financer ton rythme de vie sur place, on va dire et c'était suffisant en termes d'activité? Ou tu as dû, trouver un autre, boulot à faire, que ce soit sur place ou en ligne? Au Panama, ouais, au Panama, ça va, on avait peut-être, je pense, 10 000 à 15 000 de côté. Donc ça laissait en fait, moi, aussi, ce qui est bien, le point que j'ai pas abordé, que tu as dit, effectivement, c'est que le fait aussi de pas avoir de capital, ça te pousse à pas cramer de l'argent, comme ça, tu vois? Ce que, j'avais fait en France quand j'avais plus d'argent parce que, c'est facile de de cramer du fric, quoi, surtout quand tu es en voyage. Ça, faut quand même faire attention avec les logements et tout. Et donc c'est vrai que j'étais un peu plus poussé à chercher les opportunités. Heu, c'est c'est aussi une facilité que j'ai, on va dire. J'ai quand même une tendance qui est bien quand on s'expatrie, c'est que je m'adapte assez rapidement à l'endroit où je vais. On me l'a toujours fait remarquer, tu vois? Quand je vais visiter un pote quelque part, je lui fais découvrir des endroits, tu vois, dans son quartier. Il me dit: «Ah mais je connaissais même pas ça et tout» et c'est vrai que j'ai ce côté, peut-être c'est familial, tu vois? Je sais pas d'où ça me vient ça, mais c'est vrai que j'ai quand même, à trouver les bons plans, à trouver les trucs et tout et c'est vrai que du coup, comme j'avais ça, ça a aidé à pas, dépenser trop d'argent. Mmh. En tout cas au Panama et tout, tu vois, tu vas prendre des Airbnb au mois, discuter avec le propriétaire et tu vas trouver un truc qui est vraiment hyper intéressant, donc c'est vrai que ça permettait d'économiser, on va dire, sans trop se priver et tout non plus. L'idée, c'était pas de ça
Et ensuite, au Costa Rica, du coup, bah, là, au Panama, j'ai pas du coup, démarré d'activité. On était plus en déplacement. On est resté dans la ville du centre. Ça nous a pas trop plu. Du coup, après, on est allé sur des îles, à Bocas del Toro, là, au nord-ouest. Et ensuite, en fait, beh, on devait partir prendre un bus pour le Nicaragua. Et à ce moment-là, ben, en fait, on est passé par le Costa Rica et puis j'ai vraiment bien senti le truc et je me suis dit: «Allez, on c'est bien, on va tester». Donc au début, on a commencé comme ça, au Costa Rica, à essayer de visiter les endroits, à faire un mois dans chaque, zone, tu vois, de Costa Rica pour voir un peu Ouais. ce qui nous attirait plus et OK. voilà. C'est une, de toute façon, si tu suis les épisodes que je fais sur YouTube, donc tu as vu celui avec Francis, hein, qui est au Costa Ouais, Rica. ouais. Et Costa Rica, c'est vraiment une destination qui est très particulière parce que c'est à la fois un pays où, l'État est assez peu présent, donc ce qui est une bonne chose, hein, parce que du coup tu peux, tu as des opportunités qui sont assez dingues. Et sur place, tu as des profils qui sont absolument géniaux, quoi. Tu as Jack Dorsey qui est sur place, tu vas avoir, donc Francis Pouliot de Blue Bitcoin qui est sur place, tu as aussi Ben, hein, donc de Ben Expatriation, avec qui aussi j'avais fait un épisode sur le bunker, sur le café Vino, pardon. Hem et ouais, tu as quand même du beau monde sur place, hein. C'est un pays qui est un peu c'est un peu le hub d'Amérique centrale des personnes qui sont un peu, libres d'esprit, on pourrait dire. Tu vois? C'est un peu comme ça qu'on peut le voir, c'est un peu le repère de pirates dans les Caraïbes, mais en Amérique centrale. Ouais, c'est ça et puis ouais, ouais, c'est ça donc effectivement, il y a du monde et en fait, beh, au final, tu vois, moi, j'ai pas non plus fait beaucoup de rencontres au Costa Rica parce que, là, du coup, on avait besoin quand même d'un peu de revenus. Au Costa Rica, tu as quand même besoin d'une voiture pour te déplacer. C'est quand même quasiment inévitable, je dirais, parce que, ouais, c'est quand même beaucoup mieux donc en fait, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je vais, acheter un véhicule. Bon, tout ça, je le repasse vite fait parce que si il y a Mmh. quand même l'épisode du bunker où je détaille vraiment tout ça, Ouais, si mais vas-y, n'hésite pas parce que ouais, je peux refaire, c'est sur YouTube, des fois les gens n'ont pas forcément le temps de regarder tel ou tel épisode, mais vas-y, juste, les grandes lignes. De toute façon, OK, je OK. remettrai en lien, éventuellement ton passage sur le bunker. Ça pourrait être Ouais, ouais, intéressant. bien sûr et ouais, pas de souci. En plus, c'est peut-être pas forcément le même public et tout donc tu raison, c'est bien de refaire donc ouais, donc du coup, mon idée, c'était d'acheter un véhicule. Et ensuite de le mettre en location. Comme ça, on pouvait un peu, tu vois, à la fois avoir un véhicule, mais quand on se pose, on peut le louer à des voyageurs et tout. Et donc j'ai commencé comme ça là, on a acheté un petit 4x4, et donc l'idée, c'était ça au départ. Et donc c'est bien, ça a tout de suite pris, ça a bien marché. En fait, l'idée de business à ce moment-là, c'est que j'avais observé que les locations de véhicules étaient vraiment chères au Costa Rica, très chères et donc c'est vraiment des trucs, c'est facile à du 80 par jour, tu vois, sur une Mmh. location. C'est q et bon et donc je me suis dit: «C'est un peu dommage» parce qu'il y a des gens, notamment les Français, qui ont pas forcément besoin d'avoir un véhicule, dernier cri luxueux pour visiter le Costa Rica, sachant que les routes sont quand même à moitié pourries et tout, donc c'est pas la peine Mmh. d'avoir Ouais. un bon véhicule. Il y avait pas trop d'intérêt et donc je me suis dit: En fait, moi personnellement, j'ai pris mon expérience à moi. Je me suis dit: «Moi, je m'en fous, en fait, je veux juste qu'on me loue un truc 30 $, 40 par jour. Je m'en fous que ce soit un véhicule, tout neuf», tu vois? Ça peut être un truc Mmh. des années 90 tant que ça roule et que ça fonctionne et donc je me suis dit: «Bah, potentiellement, il y a d'autres Français, d'autres, même d'autres gens qui seront dans mon cas, qui veulent juste avoir une voiture, qui de toute manière vont aller, la journée sur les plages et tout, ils vont pas passer leur temps dans la voiture et donc je me suis dit: «Bon, on va tenter ça» et au final, bah, ça s'est avéré, assez vrai parce que j'ai eu, directement pas mal de demandes. Les gens, ils ont vu que les prix étaient super abordables, qu'en plus, c'était un contact français et Mmh. donc je me mettais sur les groupes Facebook locaux, et donc j'avais loué comme ça le véhicule. Donc le premier bah, au final, bah, on pouvait plus l'utiliser parce qu'il était loué tout le temps. Et donc on en a assez vite racheté un deuxième e 4x4 et comme ça, bah, je faisais tourner les locations. Hem et donc ouais, donc j'ai passé pas mal de temps au début à Bitcoin Jungle là, bah, où est Francis
et on s'était croisés d'ailleurs, sur la plage là, Hermosa. Et non, c'était super agréable, c'était vraiment bien, comme endroit. Il y avait, c'est un peu, tu vois, comme tu dis, c'est un peu hippie spirituel là-bas, les expats. Pas mal de ouais, de pas mal de nationalités différentes. Tu as un sorte de centre, spirituel, on va dire. Je sais même plus comment il s'appelle, ça fait un moment, et ils font justement un événement, Bitcoin Freedom, tous les janvier, je crois, tous les ans. Et donc voilà, on s'est retrouvés là, c'était sympa. On allait, passer du temps là-bas. Les plages étaient magnifiques et cetera. Et puis voilà, donc là, c'était notre épisode au au Costa Rica. et Et donc au final, ça a généré, tu vois, un revenu, hem, qui nous permettait de vivre au Costa Rica, avec cette activité un peu entrepreneuriale. Faut aussi, souligner que, quand même, au Costa Rica, ça, c'est un avantage, c'était vraiment hyper facile. La voiture, tu l'achètes en une matinée, le notaire, il se déplace, sur toi. Tu signes dans la matinée avec ton passeport, pas besoin de résidence, tu vois? J'avais pas de résidence. OK. Et donc ça, c'était cool. On a pu acquérir des véhicules et les louer. Tu vois? En fait, tant que tu loues, moins de 3 véhicules, il m'avait dit l'avocat, tu as pas besoin de le déclarer à l'État. Tu vois? Et donc c'est vrai que c'est quand même super avantageux, à plein de Bah, ouais. niveaux, donc Bah, c'est ça qui est assez intéressant parce que j'allais te poser la question, mais tu as répondu un peu, à la question. C'est que comment est-ce que tu lances ton petit business sur place, d'achat de véhicules et de location? Comment ça se passe justement avec les autorités? Mais là, du coup, tu as totalement répondu. C'est que déjà, tu as la facilité d'achat avec uniquement ton passeport, sans forcément avoir de résidence, sans forcément, voilà, montrer patte blanche. S'ils t'ont demandé ton c'est permis ça. au moins ou même pas, ils s'en foutaient? Non, même pas. Ouais, tu vois? Non, Donc non, même pas. tu peux acheter une bagnole sans même avoir de permis. Je pense que tout ce qui était contrôle technique et tout, c'était un peu très 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 vague pour eux. C'était ils devaient pas comprendre ce que c'était et ouais, à partir de 3 véhicules que tu loues, oui, ça tu rentres enfin, c'est pas une activité, considérée comme étant professionnelle dans le sens où, à déclarer à l'État et cetera. Donc en fait, il Ouais, c'est suffisait ça. quasiment que toi et ta copine, chacun en achetiez 3 et puis au final, vous aviez votre petite entreprise de location de véhicules, sur place, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, quand ça marche, tu peux structurer le truc après, mais c'est vrai que ça, c'était cool qu'au début, tu pas trop de requirements, donc il fallait quand même prendre une assurance, tu vois, logique pour les véhicules. Oui, normal, ouais. Mais voilà, franchement, c'est vrai que C'est c'était facile, ouais. Et c'est génial parce qu'en fait, quand toi, cette expérience, elle concerne toi avec 2-3 bagnoles qui coûtaient pas cher, toi, mais c'est assez symptomatique aussi de la facilité, en fait, qu'on devrait avoir à entreprendre, c'est-à-dire à proposer aux autres personnes, aux autres individus un service qui est demandé, hein, parce que le marché a besoin justement d'avoir des véhicules abordables sur place. C'est une offre qui est inexistante et Ouais. avoir une législation qui a totalement de sens, bah, justement te permet de rendre service comme ça aux autres individus. Toi, tu engages ton capital pour acheter des véhicules que tu mets ensuite à disposition des personnes qui, elles, te rétribuent pour ça C'est et ça. tu réponds en fait à un besoin du marché qui est instantané, qui est présent, qui est maintenant, en fait et faire la même chose en France, j'ose même pas imaginer le casse-tête administratif et au final, toi, les opportunités que tu perds et au final, les besoins des autres individus qui absolument pas remplis, quoi, pendant ce temps-là. Donc toutes les pertes d'opportunités que ça implique. Donc c'est une petite histoire qui concerne deux-trois bagnoles, et toi, au Costa Rica, mais je pense que quand tu extrapoles ça à l'échelle du pays et à l'échelle du monde, c'est assez tu te rends compte en fait des opportunités manquées et de la tristesse que c'est que d'avoir un pays qui soit trop, administré en quelque sorte. Voilà, petite, Ouais. parenthèse fermée. Ouais, trop rigide, et puis en fait, le fait de pouvoir faire ça, tu vois, ça stimule l'économie, ça apporte des solutions à des problèmes qui doivent être résolus, et donc c'est vrai que c'est bien. Enfin, je veux dire, ça devrait être le cas un peu partout. Genre, tant que tu génères pas trop d'argent, bah, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vois? Tant que tu respectes à peu Mmh. près les règles, et puis après, bah, si vraiment tu commences à faire, de l'argent, que ça devient sérieux et tout, bon, bah, là, on te demande de structurer, de payer un peu d'impôts. Enfin, tu vois, c'est dommage qu'il y ait cette barrière à l'entrée, mais bon, à mon avis, elle est un peu voulue aussi, hein, tu vois? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est totalement voulue. Donc en tout cas, le passage au Costa Rica chez les hippies, ça c'est assez marrant, je crois que c'était Science, d'ailleurs qui avait posté ça sur Bunker sur X ou je sais plus en fait, où disait que le cercle de la vie, c'est soit tu es un SDF, qui vit au soleil,
voilà, soit sur le bord d'une route ou soit tu es un milliardaire qui vit comme un SDF sur le bord d'une route, mais au Costa Rica, tu vois? C'est un peu le cercle de la vie, c'est ça et tout ce qui est entre les 2, bah, en fait, c'est les personnes, qui essaient de survivre en quelque sorte. Donc c'est assez marrant, en effet. C'est assez marrant, tu vois, au Costa Rica d'avoir cet état d'esprit, en effet, comme tu dis, ouais, de personnes qui sont quand même, ouais, des Américains extrêmement fortunés, des Canadiens aussi, je crois beaucoup, des Européens qui comme ça, qui vivent de manière, au final assez simple, hein, sur place, hein. Et après, vous avez donc décidé de quitter le Costa Rica. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez, à un moment donné, vous êtes dit: «Bah, tiens, on va quitter le Costa Rica et puis on va bouger dans un autre pays»? Ouais, on est quand même resté 1 an, au Costa D'accord, Rica et ce qui était vraiment cool, c'est que quand on est arrivé au Costa Rica, une fois on venait d'arriver justement à Uvita là, à Bitcoin Jungle et en fait, au bout de, je sais pas, 2 3 mois et en fait, i notre visa allait terminer et en gros, ils ont annoncé il y a une annonce que le Costa Rica, extendait les visas pour une liste de pays à 6 mois, au lieu de 3 et c'est je crois qu'à l'époque, c'est le seul pays du monde qui a ça. Je sais pas si c'est encore le cas, j'imagine que oui et c'est vrai que ça, c'était quand même vraiment, vraiment une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est un des trucs qui était embêtant, c'est qu'on passait 45 jours et après tu dois te casser et c'est hyper court, 45 jours quand tu vis, tu vois? C'est pas oui. possible et donc c'est vrai que là, les 6 mois, ça nous a poussé quand même à rester parce qu'on s'est dit: «Bon, bah, attends, on voit ça un peu comme un signe, c'est une super nouvelle», parce qu'en fait, au Costa Rica, du coup, tu as le droit de faire les passages de frontières. Tu vas à un bout ou l'autre du pays, Panama ou Nicaragua et en fait, tu fais l'aller-retour dans la journée où tu passes 2 jours et ils te renouvellent le visa. Ils sont cool avec ça. Mmh. Comme ça leur fait de l'activité économique et tout, ils sont pas regardants avec ça et donc c'est une des raisons qui nous a poussé quand même à rester au Costa Rica. En dehors que la vie était quand même agréable, mais c'était quand même sacrément cher. La vie sur place, tu vois? Surtout quand avec la bref. Mmh. Mais du coup, voilà. Donc comme on avait assez d'argent pour vivre et que les visas, étaient favorables et qu'on n'avait pas trop besoin de faire des démarches de résidence, de payer des gens, pour, tu vois? Pour attendre 2 ans pour avoir une carte et tout. Parce qu'au moment où on y était, c'était vraiment très long. Il y en a qui attendaient jusqu'à 1 an et demi, 2 ans pour juste avoir la carte, de résident. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, après le covid. Et Bien du sûr. coup, voilà, donc du coup, on est resté un peu comme ça, bah, un peu par, opportunisme. On avait pas trop de raison de partir et en fait, quand même, ce qui s'est passé, à l'époque, c'est que quand on était au Panama, on avait rencontré des Allemands sur une île qui était hyper base, tu vois? J'avais passé, 3-4 jours à parler avec eux. Ils m'avaient parlé que de Monero pendant 4 jours, ils étaient vraiment à fond sur tous les privacy coins et tout et le mec, il me disait: «Ouais, tu vois, moi, j'ai un pote», ah ouais et c'était trop bien et en espérant Non, ce petite île paradisiaque à parler de non, mais j'imagine la scène, tu vois, où tu es au Costa Rica sur une petite île paradisiaque et tu as des Allemands qui te parlent de Monero non-stop pendant 4 jours. C'est la scène, c'est ça, au Panama. improbable, mais OK. Mmh et du coup, eux, en fait, c'est lui, le mec, je lui du coup, on est resté en contact et tout. En fait, il m'avait parlé à ce moment-là du Paraguay et il m'a dit: «Ouais, fais gaffe, moi, je ça fait longtemps en fait, il avait un ami qui vivait depuis, 15 ans au Paraguay, qui s'occupait de faire les processus de résidence». Au Paraguay, en fait, il m'a dit: «Ouais, tu vois, moi, là, la loi, elle vient de changer». C'était en 2022. Il me dit: «Elle vient de changer». Avant, au Paraguay, c'était super facile. Tu allais sur place, tu passais 2 jours et ils te filaient directement la résidence permanente. Et là, ils viennent de changer. Ils sont passés à la ré tu dois faire 2 ans de résidence temporaire. Donc en gros, ils ont durci, tu vois, les règles, alors qu'avant, c'était vraiment cool. Tu avais aucun prérequis, ils te demandent même pas de justifier des revenus et tout. Et en fait, tu avais la résidence permanente directe, donc c'était vraiment une option qui était cool. Il me dit: «Fais gaffe, ça vient de changer. À mon avis, ça va continuer à se durcir» et donc il m'a dit: «Voilà, tu vas là-bas, tu payes pas d'impôt sur, la résidence est facile, tu peux faire du trading si tu veux», parce que je lui avais parlé de ça. Tu paieras Mmh. pas d'impôt sur tes gains de trading et tout, tu as même pas besoin de déclarer et tout. Et donc, tu vois, ça m'était resté un peu dans la tête à ce moment-là. Je me dis: «Mais attends, mais le Paraguay, c'est quoi ce pays?» Tu vois? Je connaissais même pas le nom. Je pense, je sais même pas si je connaissais le nom du Ouais, Paraguay, c'est mais quand même, peut-être, tu vois, sur un malentendu, mais comme tout le monde, tu dis: «Ah, l'Uruguay, non, non, le Paraguay». Merde et donc c'est vrai que comme il m'avait parlé de ça, que je lui faisais confiance, on avait bien matché et tout, bah, ça m'était quand même resté un peu en travers de la tête et du coup, en étant au Costa Rica,
et ben, en fait, j'avais quand même commencé à faire mes démarches pour faire les papiers, de France. Tu vois, tu dois avoir, acte de naissance et cetera. Dans l'optique, tu vois, de plus tard, faire un voyage au Paraguay et faire mes papiers là-bas. Là, c'était dans l'optique d'avoir une résidence fiscale pour pouvoir trader parce au Costa Rica, j'étais pas éligible, en tout cas, si tu vois, si Ben, il avait été installé, j'aurais pu le faire avec lui, à l'époque. Mais là, tu vois, j'avais pas de contact, je connaissais pas. Je trouvais ça super cher ce qu'ils demandaient pour pas grand chose, pour un permis de séjour que j'avais déjà avec les 6 mois. Et Mmh. du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, je vais aller au Paraguay, ce sera plus simple». Il y a pas de temps de présence requis sur place, donc je pourrais vivre où je veux, tu vois? Et Mmh. donc voilà, on était au Costa Rica avec cette optique, du Paraguay. OK, donc là, optique du Paraguay, donc là, tu as pu situer le Paraguay sur la map, hein, je pense, quand tu as quand tu commencé à t'y intéresser. Paraguay qui est ce pays où tu te dis quand tu le regardes sur la carte, tu te dis: «Mais pourquoi est-ce que j'irais là-bas?» C'est, genre le seul pays d'Amérique latine qui a pas la mer, tu vois? Enfin, c'est vraiment le enfin l'un des C'est seuls, ça, je ouais. crois, mais donc tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres?» Et en effet, il a des avantages fiscaux qui sont très, 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 très avantageux, très, très bons et donc tu décides d'y aller, vous décidez d'y aller. Donc vous atterrissez à Asunción, au Paraguay. Ouais, alors ça, c'était en avril, bah, l'année du halving, donc ça devait C'est être, deux 2024, OK, j'imagine. Et 2024. en fait, Ah donc donc j'avais ouais, ouais, donc en vas-y. fait là, si on parce que moi ça m'intéresse, mais si on resitue un peu la timeline, donc là, ça faisait combien de temps que vous étiez partis là, à partir de ce moment-là, ça faisait quoi, au moins 2 ans? Ça faisait, 1 an et demi, je pense, c'est 1 ça, on an et va demi? passer un an ouais. Et dans l'entretemps, 1 an et demi, donc vous êtes pas retournés en France et est-ce que vous avez eu de la famille française qui est venue vous voir sur place ou vraiment, juste, Ouais, alors, non, alors on n'est pas retourné en France entre-temps. L'optique c'était, de pas y retourner de toute façon, mais, et du coup, donc il y a ses parents qui sont venus, à mon épouse au Costa Rica nous voir. Ils d'accord. se sont dit: «Ah bah génial, super opportunité. En plus, il a des voitures, on n'a pas besoin de louer et tout». Et du coup ouais, donc du coup, ils sont venus Ah, et le père qui est content, tu vois? C'est ah ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'était cool, ils sont venus passer un mois, on a fait un tout comme moi je connaissais bien le Costa Rica parce que en fait, avec les véhicules, ça m'a permis d'énormément vadrouiller. Je connais vraiment le pays de fond en comble et du coup, c'est pas grand non plus, tu vois? Ça fait, je pense, ouais. 250 kilomètres de large, sur, peut-être 150 de long, tu vois? À peu près, hein. Mmh. Et donc, c'est pas très grand et en fait, du coup, bah, je devais amener les véhicules aux clients, aller les récupérer et cetera. Donc je me baladais tout le temps partout dans le Costa Rica. Donc comme je connaissais les endroits, ils sont venus avec nous. On a passé des vacances, on leur a montré, bah, juste à côté de là où est Ben, à Samara, ça s'appelle. C'est un petit village, très sympa, sur la côte Pacifique. Et donc, ensuite après on les a emmenés dans la zone un peu plus volcanique, qui Mmh. s'appelle La Fortuna, qui est vraiment sympa aussi, où tu as des rivières, tu as plein d'activités, des cacao autour, enfin plein de choses. Et niveau activité, c'est vraiment génial là-bas. Et donc voilà, donc en fait, ils sont venus nous voir pendant un mois, ils ont adoré et nous, du coup, on a un peu profité aussi, Ah, tu voilà. m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, mais c'est bien d'avoir un peu cette dimension-là. C'est-à-dire parce que là, on parle de vous 2, mais forcément la famille et la famille, bah, si vous ne retournez pas en France, bah, vous êtes toujours en contact avec elle et elle vient vous voir aussi, sur place. Donc c'est assez intéressant, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est une force de l'expatriation, c'est que, s'expatrier, c'est pas uniquement quitter les siens ou de retourner que très rarement en France, c'est aussi permettre à ta famille qui est en France de te rendre visite à l'étranger et ça Ouais. va dans les 2 sens. Donc ça, c'est aussi important pour les personnes qui se poseraient la question de l'expatriation, c'est que ça va dans les 2 sens et c'est pas forcément que toi qui retournes au pays, c'est aussi ton pays qui vient vers toi, donc ça, c'est intéressant et bah, continuons ton voyage. Ouais, Par ailleurs d'ailleurs, en plus, c'est vrai que j'avais oublié, mais ma sœur, tu vois, en fait, moi, j'avais plus trop de famille, proche en France. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'avais pas trop d'attaches, hein. Ça, c'est des trucs qui jouent, hein. Je comprends mmh, les gens qui restent et ils ont un enfant, ils restent pour leur famille, le normal, tu vois? C'est malheureux, ils doivent un peu, comment dire? Comment on dit? Mais, ils arbitrent, quoi. ouais, voilà, ils doivent jouer avec ça, quoi. Il y en Mmh, a qui sont un peu obligés malgré tout. Tu jamais vraiment obligé, mais pour certains, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Moi, j'étais bien un peu sûr. dans la bonne situation. Pas de Mmh. famille, pas d'attache.
Et donc ma sœur, elle s'était expatriée au Québec, depuis à Montréal depuis, plusieurs années avec ses enfants. J'ai une grande sœur et donc elle est venue nous voir aussi au Costa Rica. Donc comme tu dis, en fait, bah, là, c'est pas enfin, je fais un gap, mais là, actuellement, tu vois, on est au Brésil et les parents de ma femme qui étaient venus au Costa Rica, elle les avait pas revus depuis. Bon, bah, là, ça fait 2 ans, ils sont venus au Brésil avec nous et c'est vrai que c'est des lieux qui sont paradisiaques, donc ça peut aussi être, comme tu dis, en fait, c'est pas nous qui allons, du coup, c'est les gens qui viennent nous voir et en fait, c'est assez cool et pour les 2 c'est bien, quoi. Parce que nous, on préfère rester dans ces pays, qui sont paradisiaques et puis eux, ils sont contents de venir nous voir. C'est ça, gagnant-gagnant. C'est ça, ouais. Alors, le Paraguay maintenant. Oui, bah, oui, du coup, donc 2024, je vais avec, mon ami, québécois, qu'on s'était pas encore rencontré, Hugo, Cana. Je sais pas si tu vois qui c'est, et maintenant il bosse Ah, pour mais oui, bien sûr, oui, oui. D'accord, oui, Hugo voilà Tana, oui. et donc je l'ai rencontré en 2024, on est allés ensemble, on s'est motivés tous les 2. Il m'a dit: «Ouais, ça te dit le halving, donc la fête du halving au Salvador?» Dans un endroit où ils fêtaient du coup le halving, de bitcoin et donc on s'est motivés. Je lui ai dit: «Bah, vas-y go, moi je suis au Costa Rica», lui, il venait de quitter son job donc il était mobile et donc il m'a dit: «Bah, allez go», on s'est retrouvés là. On avait passé, ouais, une semaine ensemble, au Salvador, à l'occasion du bitcoin halving party et ensuite et ben, moi, en fait, je repassais pas par le Costa Rica, j'avais mon vol direct de San Salvador jusqu'au Paraguay pour aller faire mes papiers, en avril et heu Mmh. et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment pas du tout dans une optique de m'installer au Paraguay, quoi. J'y allais juste pour faire les papiers parce qu'il y avait pas de temps de présence requis. Tu pouvais juste venir faire les papiers et ensuite, tu repartais et tu étais résident fiscal là-bas, il fallait refaire un voyage et donc je suis allé comme ça en avril au Paraguay, dans l'optique de vraiment passer une semaine et repartir au Costa Rica parce que j'avais mon business de véhicule qui tournait bien et qui me prenait, pas mal de temps. Donc c'était assez short. En fait, j'avais que 4 jours parce que je pouvais pas Ouais. partir, finalement plus longtemps, ça faisait une semaine avec le halving, quoi. Donc voilà, après je suis arrivé au Paraguay, hem et donc là, arrivé à Asunción, c'était vraiment un sacré choc, en fait, parce que, j'ai redécouvert la civilisation, on va dire. Ça faisait quand même assez longtemps, bon après tu avais Bangkok en Thaïlande, mais depuis tu vois, bon Panama City, mais c'est quand même différent. Mais après c'est vrai que Costa Rica, c'est quand même très roots, tu pas vraiment de c'est vrai que c'est quand ça faisait du bien quand même de voir un endroit qui était développé, où tu avais des buildings, tu pouvais avoir des appartements et cetera. Ça faisait du bien après cette transition un peu sauvage. Je pense alors que moi, j'ai quand même cet attrait un peu, jungle, roots, tu vois? J'étais un peu, à moitié un hippie à l'époque, sans partager forcément toutes les idées, mais un peu dans l'idée cool, quoi, tu vois? Et donc voilà, donc ça faisait en fait, c'est vrai que le côté sauvage et tout, c'est sympa, mais ça fait du bien aussi d'avoir le côté confort, alors que moi, tu vois, j'aurais pu penser que je pouvais vivre ma vie dans des huttes, dans des forêts et tout. Bah, c'est vrai qu'après 2 ans, j'étais quand même content d'avoir un peu des restaurants où aller, on te sert du vin, des trucs vraiment Mmh. classe, des trucs sympas et des bons petits Airbnb avec, voilà et de trouver une ville, quand même un petit peu développée. Même si paradoxalement, en fait, c'est peut-être la capitale la plus sous-développée de tout le continent de Sud-Amérique latine. Mais en fait, il faut comprendre que l'Amérique, centrale est vraiment extrêmement sous-développée comparé au continent sud-américain. Vraiment, ouais, et donc j'ai découvert ça, tu vois? Moi, je connaissais pas le continent Sud-Amérique et j'avais fait exprès de pas trop regarder parce que je voulais découvrir, les endroits où j'allais. Donc voilà, donc je suis arrivé au Paraguay,
Alors ouais, c'est Mmh. c'est intéressant la distinction que tu fais entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, parce que c'est une distinction qui est extrêmement vraie, hein, en plus, hein. C'est vrai que l'Amérique centrale, on pourrait se dire: «Bah, c'est plus développé que le Sud parce que c'est plus proche que des États-Unis», ce genre de choses, mais en fait, absolument pas. Et le Ouais. Paraguay, c'est en plus, parce que le Paraguay, tu sais, on peut le mettre dans le quatuor des 4 pays d'Amérique du Sud qui sont le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. C'est un peu Ouais. ils sont globalement assez proches dans le sens où, la population est assez similaire. C'est-à-dire c'est une population qui est sud-américaine, mais qui est beaucoup plus entre guillemets «européenne» que les populations qu'on pourrait retrouver en Colombie, qu'on pourrait retrouver en Amérique centrale, par exemple, même au Brésil. Et c'est un sud-américain de ces 4 pays-là n'est pas le même sud-américain que celui qu'on va retrouver au Venezuela, en Colombie ou qui est encore différent d'un américain central du Mexique, du Costa Rica ou du Paraguay, enfin du Nicaragua, ce genre de choses, quoi. Et c'est bien, en fait, de le savoir parce que pour les Européens, nous, on a l'impression que c'est tout ils sont tous les mêmes là-bas, mais au final, absolument pas, quoi. Et tu vas pas avoir la même expérience avec un Argentin que tu vas avoir avec un Vénézuélien, quoi. Donc ça, c'est Ah, intéressant c'est de clair. C'est clair et les populations sont ultra alors je pense quand même franchement en Amérique latine, Amérique du Sud, il y a quand même des grosses différences entre les pays. Mais effectivement, il y a quand même des similarités, notamment on va dire Uruguay, Paraguay, Argentine, tu vois? Il y a quand même des mmh. et Chili aussi. Il y a des similarités dans ce cône sud et le sud du Brésil aussi qui est, pas mal européanisé mais par contre en Amérique centrale, c'est vraiment des populations très différentes. Hem et donc je sais pas où je voulais en venir, mais Non, effectivement, non, mais ouais. continuons un peu sur cette lancée parce que moi, c'est quelque chose aussi que moi je ça j'y crois un peu, profondément, tu sais? C'est que le pays dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu vas vivre aussi, c'est un reflet des populations qui y vivent, tu vois? Et Ouais, et c'est vrai que, quand tu vas enfin moi, j'y suis jamais allé, hein, dans le sud-sud, d'Amérique du Sud, hein, donc dans les 4 pays qu'on évoque, hein, donc le Chili, Paraguay, Uruguay, et Argentine. Mais j'ose imaginer justement que cet héritage plus européen, Heu, doit plus se ressentir, je pense, dans les rues de Buenos Aires ou même d'Asunción que dans que je sais pas, que Panama City, enfin, je sais pas trop, ah oui, oui, oui. c'est Ah non, mais c'est incroyable, mais notamment, Buenos Aires, Montevideo un peu aussi, mais enfin pas mal aussi. Mais c'est vrai qu'à Buenos Aires, c'est quand même assez incroyable où en fait, si tu es par exemple dans le quartier Palermo là que j'aime bien, au sud de, enfin en plein centre on va dire, c'est vrai que tu enfin c'est dur de savoir que tu es en Amérique latine quoi. Tu as vraiment l'impression d'être dans une capitale, européenne ou un quartier, européen. Et en même temps, c'est vraiment beaucoup tu sens quand même que dans la culture, dans les gens, ils sont très européens, très européanisés. En Amérique, tu vois, par exemple, en Costa Rica, au Trentao, ils sont très américanisés. Les mmh, Costaricains, c'est vraiment des ils copient. Le Panama, par exemple, n'ont pas de culture, n'ont pas de en fait, toute leur culture, elle est calquée sur les États-Unis. C'est vraiment, tu vois, je vois que les sports officiels, c'est, le baseball et le skateboard, tu vois? Enfin, c'est mmh, ça, hein. Et en fait, tout est mmh, calqué sur ça et c'est vrai que moi, ce côté un peu manque de culture, réel, manque d'identité aussi et tout, c'est quelque chose que j'ai un peu ressenti en Amérique, centrale et que j'ai beaucoup aimé plus, en Amérique du Sud latine. C'est aussi des pays qui sont peut-être beaucoup plus vieux, il y a beaucoup plus de densité de mmh, population et cetera, qu'en Amérique centrale et c'est vrai que j'ai bien aimé moi avoir ce côté où c'est vraiment des vraies cultures. Même au Paraguay, tu vois, ils ont quand même leur identité, leur enfin, c'est vraiment différent. On sent que c'est des Paraguayens plus que les Panaméens, Costaricains où ils vont plus essayer de calquer l'américain, aussi parce qu'ils vivent beaucoup du tourisme. Donc c'est vrai que dans les pays comme ça a un peu tendance à dénaturer les gens malheureusement. Quand il y a mmh, trop d'argent qui vient du tourisme, le Paraguay, il y a pas de tourisme donc en fait, ils sont pas vraiment faux, tu vois? Ils sont pas, ils oui. essayent pas de te vendre des trucs en plus, parce qu'ils ont même pas l'habitude en fait de maintenant un peu plus, mais à l'époque, franchement, Mmh. ouais. Donc Ouais, c'est intéressant, ouais, je pense qu'il y a ça, il y a aussi le côté, bah, comme tu dis, ce sont des pays qui sont où l'histoire peut alors je sais pas, ce sont pas forcément des pays qui sont plus anciens, mais en tout cas qui a depuis plus longtemps une histoire ou une culture qu'ils ont eux-mêmes bâtie, tu vois? Quand tu prends l'Argentine, c'est ça. ouais, c'est Ça ça, ouais. l'Argentine, c'est un pays qui, voilà, qui a toujours une vraie histoire et qui a une histoire qui était très riche, qui
qu'elle a construite elle-même, en fait, c'est ça ce que je voulais dire. Alors que plus tu montes dans le nord, moins ça doit être le cas, quoi. Et justement, du coup, si parce que là, tu parlais de Buenos Aires, donc tu as été en Argentine, tu me l'as dit avant qu'on commence le live. Mais si on avant que tu ailles en Argentine, donc il y avait le Paraguay. Donc tu disais que le Paraguay, c'était assez particulier parce que tu avais le côté où c'était Asunción, c'était la capitale la moins développée de toute l'Amérique du Sud, alors que pourtant, pour toi, c'était quand même le jour et la nuit par rapport à ce que tu avais vu précédemment en Amérique centrale. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que le Paraguay, on en parle, c'est un pays qui revient aussi souvent, d'ailleurs, je pense comme le Costa Rica chez le public, on pourrait dire un peu expat, en Amérique du Sud, parce que tu sais, tu as beaucoup de bitcoin enfin de beaucoup alors bitcoiners, tu en as, mais tu as aussi beaucoup de youtubeurs qui ont mis le Paraguay comme ça un peu sur la carte. Je pense par exemple à Le Guiz, qui est un youtubeur, qui parle beaucoup justement des idées libérales, du capitalisme et cetera, qui est assez suivi, je pense, sur X et sur YouTube, qui lui justement est au Paraguay. Et justement, quand vous y étiez, est-ce que vous avez eu un contact comme ça avec, ces expatriés-là sur place? Dont d'ailleurs il y a beaucoup de Néerlandais, beaucoup d'Allemands, quelques Français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou vous êtes, pas plus que ça et après vous avez plié bagages pour aller ailleurs? Ouais, alors, donc déjà, ouais, alors au début, moi, je suis arrivé, comme je te dis, j'étais un peu surpris et tout, j'étais vraiment agréablement surpris. Il y a aussi un facteur qui était quand même vraiment très intéressant, c'était que, en dehors du fait de vraiment bien manger, au Costa Rica aussi, à Panama City, tu peux vraiment bien manger. C'est juste qu'à l'époque, au Paraguay, tu allais payer, 15 un gros plat avec des sides et du vin et une bière et tout. Là, au Costa Rica, tu aurais payé peut-être 80-90 et Panama City dans un bon resto aussi. Donc c'était vraiment, tu vois, peut-être, 3, 4 fois plus cher, les 2 payés. Donc je me suis en fait, à ce moment-là où j'arrive, bon, bah, je me suis dit, en gros, la réflexion que je me suis dit, c'est, hem, mon activité au Costa Rica, elle est quand même super stressante. Louer des véhicules, tu vois, moi, j'avais aucune expérience, donc je me suis rendu compte ce que ça impliquait. C'est vraiment stressant, les gens ils partent avec des véhicules, tu peux avoir un accident et tout. Donc je me suis dit en fait là, je me suis dit si on bouge au Paraguay, en plus j'avais un bon feeling et tout, je me dis: «Je pourrais juste, de toute manière j'ai la résidence, je pourrais juste me poser, vivre super bien, avoir une super qualité de vie et pas m'embêter», tu vois? Pas me faire chier avec, du stress en permanence, gérer les clients. Parce que bon, c'est que dit comme ça, tu vois, ça fait un peu success story quand tu dis ça marche et tout, mais en vrai, clairement, j'ai jamais vu un truc aussi enfin, je me demande s'il y a des activités beaucoup plus stressantes que ça, dans la vie, quoi. Enfin, de louer des véhicules, c'est des anciens véhicules, tu as pas d'assurance. Parce qu'en fait, l'assurance, elle fonctionnait pas, tu vois? Je m'en suis rendu compte, hein, il y a un véhicule qui a été explosé par une cliente et en fait, bah, l'assurance, je me suis rendu compte qu'il y avait pas vraiment d'assurance au Costa Rica. C'est juste pour clôturer sur la transition, tu vois, que je disais ça et donc je me suis dit: «Bon attends, là, je peux aller au Paraguay et tout», donc je suis rentré après mes 4 jours, après avoir fait l'expérience d'Asunción. J'ai rencontré quelques Français, d'ailleurs Jean, et Clément qui sont toujours, au Paraguay. OK et donc voilà, je vais rencontrer des gens. Je voyais qu'il y avait quand même un petit peu des groupes, d'expats et cetera, comme tu dis et donc j'ai dit à Dania: «Bon, bah, on va bouger, si tu es OK, on va bouger au Paraguay». Elle est pas mal dans le côté, spirituel, tu vois? Elle est prof, de yoga, enfin, elle fait des activités comme ça dans la thérapie, dans le soin et du coup, elle a fait une méditation. Elle m'a dit qu'effectivement, c'était vraiment aligné de bouger pour elle. Elle sentait que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Donc moi, dans tous les cas, c'est ce que je voulais. Du coup, il y a pas eu de résistance de sa part. Elle a dit: «OK, cool, c'était bien le Costa, bon, bah, allez, on y va». Sachant que là-bas, on pouvait rester, on avait la résidence et je pouvais quand même me poser un peu plus sur mes activités, bah, elle de coaching, thérapeute et tout et moi sur les côtés de trading tout en étant, posé, avoir un train de vie, enfin, une vie confortable et donc du coup, bah, j'ai vendu les 2 véhicules, on a bougé j'ai arrêté l'activité, on a bougé à, mmh, au Paraguay et Mmh. donc là, effectivement, sur place, après, je me suis mis pas mal sur les groupes, de Français. En fait, à l'époque, il y avait très, très peu de Français, qui vivaient au Paraguay. C'était surtout il y avait beaucoup d'Allemands, de Néerlandais, comme tu dis, qui étaient sur place parfois depuis très longtemps
Et les Français, tu en avais quelques-uns, on va dire peut-être, petite dizaine. Dans tout le pays, tu vois quelques dizaines, c'est vraiment rien du tout et c'était des gens parfois qui étaient là depuis 30, 40 ans, tu vois? C'était pas cette vague qu'on a actuellement depuis 2, 3 ans de beaucoup, beaucoup de flux de nouveaux arrivants pour les questions de résidence et tout. Donc en fait, à l'époque, en fait, on était une petite dizaine et il y en avait pas mal qui commençaient à arriver parce qu'il y avait les premiers Français qui commençaient à faire des chaînes YouTube pour en parler et du coup, ça a amené quand même pas mal de gens, ceux qui ont commencé à en parler. Donc là, on était, ouais, en 2022-2023, 2024, je sais plus exactement et donc voilà, donc j'ai commencé, il y avait le côté un peu plus social. Au Costa Rica, j'avais pas trop le temps de rencontrer des gens et tout et puis c'était beaucoup d'Américains canadiens, pas mal de retraités. Donc là, c'était cool, il y avait le côté social en plus où j'ai pu, pour la première fois depuis, 4 ans, bah, revoir des Français. Et donc je me suis mis dans les groupes, j'ai à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, je dis: «Bon, bah, on va aller boire un verre» et cetera et donc j'ai rencontré des amis que j'ai encore là qui, vivent à Asunción. En fait, on va dire, il y a 2 pour répondre à ta question, il y a 2 côtés aux expatriés au Paraguay. Tu as vraiment ceux qui étaient là depuis avant, qui sont mais avant, je dis même, tu vois, La fin de la Seconde Guerre mondiale, ouais, c'est ouais. c'est ça et même encore, parfois avant, des Ukrainiens, pas mal d'Ukrainiens, Russes et tout, qui en fait maintenant sont paraguayens. Tu vois? Ils se disent ils vont même pas Mmh. te dire qu'ils sont Russes, Ukrainiens, ils sont paraguayens, et ils parlent, espagnol, tu vois? Parfois, ils parlent même plus, forcément la c'est le Mmh. père qui est venu, enfin, tu vois? Il y a plein de et il y en a pas mal en fait, c'est beaucoup au Paraguay d'immigrés comme ça, tu as des japonais, tu as vraiment de tout, au Paraguay et tu en as pas mal donc des anciens qui sont organisés en colonies où ils vivent vraiment entre nationalités. Tu as Colonia Italia, anglais, nou tu as même je crois Nouvelle-Zélande, enfin, tu as un peu de tout et parce que, Ah ouais, ouais. Ah c'est mais ça vraiment ah OK, que tu aies des colonies de Néo-Zélandais qui sont eux-mêmes, des anciennes colonies de Royaume-Uni, au Paraguay, c'est quasiment, tu sais, c'est les poupées russes, quoi, c'est toc, 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 toc. C'est des colonies qui fait des colonies, quoi. C'est génial ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah c'est génial et et vas-y, vas-y. Et en fait, ouais, enfin, du coup, ça, c'est, on va dire, les anciennes, nationalités. Après, tu as toute la nouvelle vague, tu vois, qui est un peu récente, où là, c'est plus pour les papiers. À l'époque, c'était vraiment, on va dire, des réfugiés de leur pays. Par exemple, tu vois, bah, il y a moi, là où je vis, dans le sud du pays, dans la rue, je croise des Japonais en permanence, tu vois? Il y a plein, plein, plein de Japonais, alors que sur la carte, c'est l'endroit du monde qui est le plus loin du Japon. Tu peux pas aller plus loin que là où j'habite du Japon. En termes de kilomètres, tu as genre 19 000 kilomètres. Et en fait, tu as D'accord. plein, plein de Japonais. Tu as une association japonaise, l'association sportive, c'est l'association japonaise et donc en fait, tu as un restaurant qui est le meilleur, japonais du pays, qui s'appelle Hiroshima. C'est le restaurant Hiroshima Ah! et en fait, c'est pour cette raison, c'est parce que c'est des réfugiés Ah de ouais. la 2e guerre mondiale qui Ah sont dessus, ouais. c'est génial, ça c'est alors j'avais conscience moi qu'au Brésil, enfin on y trouve la plus grande diaspora japonaise au monde, au Brésil. C'est enfin Ah, je savais pas ça. c'est voilà, quand tu connais un peu l'histoire, en fait, c'est pas anormal parce que voilà, c'était une immigration de travail, tout ça et que tu aies une forte, diaspora aussi japonaise au Paraguay, c'est assez intéressant. En plus, de venant d'Hiroshima qui était, avec Nagasaki d'ailleurs, donc les 2 bou enfin les 2 villes, les plus chrétiennes d'ailleurs du Japon, donc il y avait peut-être un peu de ça. Peut-être, les Japonais qui décidaient: «Bah, nous, on s'est pris une bombe atomique sur la gueule, on se casse». Ça, voilà, ça pue un peu chez nous. Mais c'est assez intéressant et d'ailleurs, c'est de quand je t'entends, quand je t'écoute, moi ce qui me frappe un peu au Paraguay, c'est que tu as l'impression, c'est un peu le pays où, tout le monde va, faire colonie, va recréer un peu sa petite culture, sa petite civilisation parce que voilà quoi, ils ont envie de vivre entre eux et selon leur propre modèle, leur propre culture et le pays qui leur offre cette possibilité, bah, visiblement, c'est le Paraguay que tu as l'impression que c'est une sorte de pays avec plein de petites constellations comme ça de ouais, de groupes différents. Mais c'est assez intéressant parce que comment ça se passe avec les Paraguayens? Alors quand je parle des Paraguayens, je parle des vrais Paraguayens, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis, il y a 250 ans, qui sont les descendants des colons espagnols, tout ça, quoi. Ça se passe bien la cohabitation ou c'est chacun vit dans son coin et tant que personne ne se fait chier les uns les autres, tout se passe bien? Bah, en fait, en gros, au Paraguay, quand on dit le Paraguayen.
C'est vraiment tout le monde issu de l'immigration et cetera. Ça, c'est vraiment tout le monde, mais en fait, cette population dont tu parles, ils ont un nom particulier, c'est les Guaranis. Et donc OK. eux, ils sont intégrés, on va dire, dans, le gouvernement. Ils ont quand même fait une inclusion qui est bien, qui est bien, en fait, je trouve, par rapport au peuple natif, dans le sens où ça cohabite quand même, on va dire, assez bien le côté, toute l'immigration, parce qu'en fait, le pays, en dehors des Guaranis, c'est que, de l'immigration, italienne, allemande, nin en fait. Et ensuite, tu as les Guaranis. Et donc, tu vois, c'est le seul je crois que c'est le seul pays d'Amérique latine qui a vraiment 2 langues, et dont la langue native est vraiment une langue officielle, reconnue, dans le gouvernement. Et par exemple, tous les noms, du gouvernement dans l'administration, c'est des noms en guarani. C'est vraiment écrit en guarani. Donc ça, c'est une langue, qui est vraiment différente, de l'espagnol, hein, clairement. Et en fait, dans l'histoire du Paraguay, il y a tellement de choses à dire sur tout ça, mais en gros, tu as les jésuites, qui sont venus, et qui en fait sont venus pour un peu, «coloniser» entre guillemets, mais apporter la foi chrétienne, et donc aussi apporter l'écriture. Ils ont fait tout un travail de faire que la langue guarani soit écrite. C'est grâce à eux qu'il y a eu tout ça, et il y a encore les ruines des jésuites qui sont vraiment intéressantes à visiter. C'est un peu le lieu touristique du Paraguay, on va dire. C'est les ruines, jésuites qui sont encore là, de ceux qui sont venus, à l'époque. Et donc ce peuple-là, hem, bah, il vit en fait, il est donc c'est aussi évidemment des Paraguayens, comme, tout le monde. Et donc eux, ils parlent le guarani, et en fait, c'est une mélange des 2 langues. Tu as vraiment les natifs qui sont, dans les villes, tu vas avoir peut-être un peu moins, même s'il y en a beaucoup, notamment dans la capitale. Mais tu vois, il y a encore des tribus, indiennes qui vivent, dans le nord du pays, parce que le pays, en fait, il est divisé en 2, où tu as la région du nord du Chaco, où il y a quasiment personne, mais c'est quand même assez gigantesque. Tu as des grandes forêts, et tu as encore les tribus, guaranis, natives en tout cas certaines qui vivent. Et bon, malheureusement, c'est vrai que les guaranis, ils appellent ça des sauvages, hein. C'est pas moi qui le dis, mais en fait, je traduis en espagnol, mais c'est des sauvages. C'est malheureusement des gens qui sont quand même pauvres et qui vivent là. Il y en a qui sont intégrés, qui vont être un peu les classes plus basses, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même une partie qui c'est un peu ceux qui vivent un peu dans la rue, certains, ou alors ils sont dans l'équivalent des favelas, tu vois? Mmh. Chacarita, Asunción. C'est des quartiers vraiment très pauvres. Et ouais, malheureusement, on va dire cette classe un peu native, elle est quand même, on va dire, la classe un peu basse de la comment on dit? La société, D'accord. paraguayenne. OK, d'accord. Ouais, c'est intéressant de voir un peu les dynamiques parce que ce sont des pays qui sont quand même relativement neufs dans leur composition, on pourrait dire, biologique avec les avec leurs habitants et dans leur histoire, hein, tout simplement. Donc c'est vrai il y a à la fois les natifs, c'est-à-dire ceux qui précèdent la colonisation espagnole ou la christianisation de l'Amérique du Sud, qui sont encore présents pour certains. Tu as les descendants des colons, espagnols et de ces populations natives. Tu vas avoir les nouveaux arrivants, donc ceux qui vont arriver beaucoup plus tardivement, donc fin 19e, début 20e, en Amérique du Sud, globale pour coloniser. Donc là, ce sont les populations à la fois espagnole, italienne, française, allemande qui arrivent. Donc en fait, tu as une sorte de superposition de couches biologiques, de couches anthropologiques les unes sur les autres dans ces pays-là. Des fois assez compliqué quand tu arrives, dans ces sociétés d'essayer de détricoter de qui est qui descend de qui est le paraguayen, qui est voilà, enfin c'est assez intéressant d'en entendre parler. En tout cas, là, le temps passe très, très vite. Là, ça fait plus d'une heure, et quart, je crois qu'on enregistre, qu'on est en live. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu. On va quitter le Paraguay. Est-ce que tu as peut-être deux trois dernières choses à dire sur le Paraguay avant qu'on bouge, à ta prochaine destination qui est l'Argentine et qu'on arrive sur le Brésil Bah, du ensuite? coup, il y a quand même un truc, qui est à prendre en compte, tu vois, sur le Paraguay, et ça explique pas mal de choses, sur l'histoire. C'est qu'en fait, au 19e, siècle, fin du 19e, il y a eu une guerre, qui s'appelle la guerre de la Triple Alliance. Et en Mmh. fait, malheureusement, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, ils se sont tous alliés pour faire la guerre, au Paraguay.
et donc en fait, tu as 95 voire plus de la population masculine qui a été décimée. Mmh. Et donc ouais, ça a fait une grosse épuration, ethnique, et ça, c'est un truc qui, en fait, quand tu vois aujourd'hui, quand tu vas au Paraguay et tout, tu comprends pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de, tu vois, les visages sont un peu comme nous, quoi, sont italiens, on va dire, allemands et Mmh. tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, les Italiens, ils sont arrivés en masse et d'autres pour repeupler le pays, et le peuple a autorisé pour la première fois de l'histoire la polygamie, aux Ah, Paraguayens. C'est pour, bah, c'est justement, pallier, ouais. ah, pour pallier justement le manque d'hommes par rapport au nombre de femmes qui étaient en âge de procréer, mais qui du coup n'avaient pas de mari quoi, je suppose. Ah, c'est C'est ça. intéressant ça, parce que tu vois, c'est assez intéressant ce genre de choses parce qu'il y a tu as plusieurs épisodes comme ça dans l'histoire. Je pense par exemple la fin de la Première Guerre mondiale ou fin de Seconde Guerre mondiale, tu vois? Ce genre d'événement où en effet tu as une asymétrie assez importante entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes, du fait que les hommes soient morts, à la guerre. Et justement c'est là, tu vois aussi toute la limite de la monogamie. C'est-à-dire que, bah, forcément quand tu fais la promotion d'un modèle un homme, une femme, bah, là, tu arrives des situations, pardon, d'étranglement, génétique, enfin voilà, qui sont assez dures. Et c'est intéressant qu'ils aient mis en pause la polygamie. Alors je sais pas comment ils ont essayé de détricoter le truc par rapport à la foi chrétienne, par rapport aux traditions, à la religion, tout ça. Ça serait intéressant de creuser un peu le truc, mais c'est une solution assez pragmatique malheureusement à des faits historiques qui sont des fois assez dramatiques, hein, donc c'est intéressant ça, Ouais, c'est c'est intéressant. ça. Mmh. Et ensuite du coup, on on quitte le Paraguay, on arrive en Argentine. C'était ta prochaine destination ça, après Paraguay? Non, non, alors moi, je suis encore actuellement basé au Paraguay, Ah et d'accord. ouais, voilà, j'y ai juste passé du temps, je suis encore basé moi au Paraguay, et j'ai passé du temps, tu vois? Bah, en fait, du coup, j'ai passé, je pense, ouais, 1 an et demi complet au Paraguay sans bouger parce qu'on était bien, on était super bien et tout, donc on avait enfin trouvé un lieu de vie qui cochait toutes les cases, on était bien, quand pas la capitale. Après on a bougé, au bout de 6 mois dans le sud du pays. Et c'était donc voilà, donc on est resté là, on n'a pas du tout voyagé. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit: «Bon, on va quand même un peu aller voir les pays autour», tu vois? Parce que c'est une culture qui est, enfin, un continent qui est super riche à tous Mmh. les niveaux, en termes de culture, de paysage, de diversité, de tout ce que tu veux. Et donc après, bah, on a fait des petits voyages, on était allé une fois en Argentine, à Buenos Aires, on avait passé du temps là-bas. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé la première fois, et puis là, bah, on a fait notre deuxième voyage, là, on est dedans, où du coup, on a fait l'Argentine. On a commencé, 2 semaines, et ensuite, on est allé au Brésil. OK. Et parmi là, toutes tes expériences que tu as pu avoir, en Amérique du Sud, même, en Amérique centrale, parce qu'il y a Fabrice qui pose la question, c'est si jamais tu devais ouvrir un business physique, ça serait dans quelle ville? Que Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans quel pays? Dans quel, endroit tu penses qu'il y a plus d'opportunités? Alors pour des business physiques, hein, c'est-à-dire je pense pour des personnes qui voudraient éventuellement s'expatrier en Amérique du Sud, qui n'ont pas forcément la possibilité de faire la Wi-Fi money comme on dit, hein, de gagner Ouais, oui, bien leur vie sûr. via voilà. Ah, tu vois, le Paraguay, pour le coup, a beaucoup, beaucoup d'avantages. Franchement, pour moi, j'ai trouvé que vraiment le Costa Rica, en termes de, en fait, c'est pas compliqué. Les endroits où il y a des flux d'argent qui sont vraiment massifs, tu as vraiment une abondance, et tu as quand même toujours moyen de retirer, un salaire pour vivre dans ces pays-là. Le problème du Paraguay, malheureusement, c'est que c'est le contraire du Costa Rica, dans le sens où il y a quasiment pas de tourisme. C'est juste du tourisme de résidence. Les locaux ont très peu de moyens. C'est un des pays les plus, «pauvres», on va dire, entre guillemets, globalement, d'Amérique latine, là où là, le salaire moyen, il est le plus bas et tout. Donc en fait, ces pays-là, malheureusement, c'est quand même pas le top. Moi, je dirais, en fait, pour ouvrir un business physique, en choisissant le pays, ce serait des pays où il y a quand même des flux d'argent qui sont là, Ouais. et aussi regarder la facilité, pour faire du business et cetera. Parce que tu vois, typiquement en Argentine, il y a quand même de l'argent, il y a beaucoup de tourisme, mais malgré tout, c'est quand même pas évident au niveau physique, par rapport aux taxes, par rapport à Ouais. l'administration et tout. C'est des pays qui sont un petit peu plus compliqués à naviguer. C'est pas impossible, c'est toujours possible partout, on va dire,
Mais je dirais qu'au Paraguay, pour le coup, c'est plus compliqué. Je pense qu'au Brésil, il y a vraiment beaucoup de à mon avis, il y a beaucoup d'opportunités, au OK. Brésil. Et franchement, je pense vraiment que, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. L'Argentine, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel, mais c'est compliqué, en ce moment, économiquement, socialement et tout, c'est quand même compliqué en ce moment. Mais bon, l'Argentine, c'est très cyclique, donc ça dépend de la période. Et je dirais que le Chili, à mon avis, c'est un pays qui a énormément de potentiel. Je pense, pour moi, c'est un des vraiment des plus sous-cotés du continent et C'est voilà, vrai que le Chili, c'est vraiment intéressant, ouais. ouais, ouais, je pense que le Chili, c'est on n'en parle pas souvent, mais c'est pourtant il fait partie justement de ces pays, du sud de l'Amérique du Sud qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'il y a pas tellement de diaspora là-bas. Alors après, je sais pas pourquoi il doit y avoir alors je pense que d'ailleurs, c'est le pays le plus européanisé, je crois, d'Amérique du Sud, celui-ci. Et juste pour, compléter, c'est vrai que là, si en fait, si jamais tu devais ouvrir un business physique, au Paraguay, forcément, le choix logique serait la capitale, Asunción, parce que c'est là où tu as le plus grand bassin de population. Donc c'est là où normalement, mathématiquement, tu as le plus d'opportunités. Parce qu'à part Asunción au Paraguay, tu as pas tellement de grandes villes, en fait. C'est un peu la ville centrale qui centralise, toute l'acti Ouais, en fait, tu as Ciudad del Este qui est quand même la ville, qui est à la frontière du Brésil à l'est et en fait, comme tu as les chutes, d'Iguazu qui sont un peu la grosse activité, touristique de toute cette zone, d'Amérique du Sud quand même. C'est l'équivalent des chutes, du Niagara même, il y en a beaucoup qui disent que c'est mieux et tout donc cette zone quand même, tu as une petite ville, Ciudad del Este où voilà, tu as un aéroport, tu as une activité. Tu as beaucoup, beaucoup de commerce. C'est un peu la ville, le centre commercial du Paraguay parce que, ça vient de Chine. Avec le Brésil, tu as énormément de Chinois qui sont installés et Mmh. donc tu as cette ville-là. Mais sinon, effectivement, tu as pas de ville. D'ailleurs, Asunción, en fait, c'est pas non plus très, très grand. C'est pas très enfin, voilà, on va dire, c'est la seule grande ville. Moi, là, Incarnation, c'est la troisième ville du pays, mais c'est un grand village en réalité, hein. C'est vraiment, c'est pas du tout Ouais, une ouais. ville comme on dirait. On est à combien d'habitants, à peu près? Mais c'est toujours compliqué parce que moi, ils disent des chiffres, je regarde sur Wikipédia où ce qu'on me dit, mais j'y crois Mmh. pas une seconde en fait, et des fois, ils te disent: «Mais en fait, pour moi, il y a 5 fois moins, quoi». Parce que moi, j'y vis, il y a personne. Vraiment, il y a personne dans la ville et je sais pas, moi, je dirais qu'il y a peut-être, 40 000 habitants, mais j'imagine qu'ils disent qu'il y en a beaucoup plus, mais pour moi, c'est un village, Ouais, enfin, ça c'est fait 2 là kilomètres sur 2 kilomètres, là, je demande à Grok, du coup, qui me dit donc la première ville du Paraguay, c'est Asunción, donc Ouais, 450 000 habitants, donc ce qui est l'équivalent d'une ville comme Nantes, tu vois, par exemple. Si je prends Nantes que la ville, hein, je crois. Après, tu as Ciudad del Este, donc 350 000. ouais, voilà, OK c'est ça. et après tu as Mmh. Luque, Capatia, San Ouais, Lorenzo, c'est voilà. assez proche d'Asunción. C'est toutes les communes, tu vois, collées à D'accord, OK. Asunción. Ouais, OK. toute la population du pays, elle est concentrée dans la zone d'Asunción. Ça, c'est clair et net, D'accord, OK. ouais, Non, c'est globalement, intéressant. Ouais, en fait, ouais, c'est des villes qui sont assez à taille humaine, hein. C'est l'équivalent de villes de taille moyenne, en France, quoi. Donc c'est, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Ouais, ouais. OK, ouais, donc ouais, c'est vraiment dans ce grand bassin de population où il y a de quoi se poser si jamais tu veux faire ce genre de business. OK, très bien. OK, toujours intéressant de savoir parce que c'est vrai que ça, c'est aussi une question qui est intéressante. C'est vrai que pour les personnes qui souhaitent s'expatrier, c'est toujours la question, c'est mais tu t'expatries, oui, mais quand tu es sur place, je pense qu'il y a très, très, très peu de personnes qui peuvent se permettre de vivre de leur capital, accumulé, donc de leur épargne. Quand tu t'expatries, il faut que tu aies une activité, enfin un revenu, hein, tout simplement et le revenu, elle Ouais, n'a ouais. pas tout de suite la capacité de générer un revenu directement sur internet et même pour des personnes qui ont des activités enfin des travaux, enfin qu'on a des tra qui exercent un travail manuel, en France, bah, du coup, si eux veulent s'expatrier, ils doivent aussi emporter avec eux et apporter, bah, sur place, en fait, leur savoir-faire, leurs compétences, leur expertise qui est justement dans ces travaux manuels, quoi. Donc ça c'est assez, on n'en parle pas souvent parce que c'est vrai qu'on parle souvent, Ouais, tu sais, du digital nomadisme, ouais, des nomades digitaux, ouais, de toutes ces personnes-là qui ont cette capacité à s'expatrier très facilement parce qu'eux, ils peuvent travailler d'un ordinateur, mais tout le monde n'a pas cette chance-là et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais des autres, en fait, des autres qui veulent s'expatrier, mais où, leur boulot, bah, c'est un taf physique, quoi
C'est intéressant. Ouais. Donc il Et faut je pense que justement, en fait, tous les corps de métier, tu vois, qui sont vraiment des métiers, tu vois, les trucs de base, boulanger, tu vois, couvreur, charpentier, enfin, tous ces métiers-là, ils ont vraiment des compétences parce qu'en France, il y a quand même une compétence qui est très haute, hein, dans le milieu professionnel et oui, donc je pense que vraiment, c'est vraiment ces métiers-là qui réussiront le mieux. Les métiers, tu vois, du bâtiment, plombier ou électricien ou alors tous les métiers de la bouche aussi et à mon avis, c'est vraiment ces métiers où en fait, tu peux aller vraiment partout et même au Paraguay, hein, d'ailleurs, mais vraiment partout et tu lances un truc et tu as quand même des bonnes chances que ça marche parce que au Paraguay, par exemple, tu as pas, une boulangerie, vraiment correcte, tu vois? Un truc là, par exemple, au Brésil, il y a un mec qui a ouvert sa boulangerie, et en fait, c'est vraiment un Français, c'est le nom français et tout et le truc, mais ça cartonne. C'est les prix pourtant, c'est dans un endroit pas très cher, ça va être le 2 fois les prix de la France, le pain et tout. Mais en fait, bah, quand tu es expatrié, tu payes, pour manger des croissants, du bon pain, ça n'a pas de prix et ça, au Paraguay, tu vois, même à Asunción, il y a pas, hein, de vraie boulangerie où tu manges du bon pain, quoi. ouais, ouais. Non, mais ça, c'est intéressant parce qu'en effet, ouais, les gens sont prêts à payer cher pour avoir l'expérience française. C'est-à-dire l'expérience d'une baguette, réalisée par un Français, à la mode française, donc tu peux bouffer ta baguette sans avoir à prendre l'avion, traverser l'Atlantique, aller à Paris l'acheter, quoi et c'est vrai que ça se paye, hein, forcément et les gens sont prêts à mettre le prix pour ça parce qu'ils savent que c'est une expérience qui en vaut, certainement la peine. Après moi, je sais que pour avoir voyagé aussi, moi, j'ai vu, hein, des boulangeries françaises, ce genre de trucs, mais qui étaient dégueulasses par rapport à ce qu'on peut Ouais. trouver de lambda en France, tu vois? Donc c'est vrai qu'il y aura qu'un en fait, véritablement, il y aurait toujours qu'un Français pour vraiment évaluer si la boulangerie française d'Asunción ou je ne sais quelle ville au Brésil est aux standards français, quoi. Mais Et c'est vrai que pour les personnes sur place, eux, ils savent pas, tu vois, ça? C'est c'est pour ça que je te dis ça, parce que notamment, il y a un Français depuis, 15 ans qui l'a installé. Il a ouvert une chaîne de boulangerie à Asunción, mais c'est pas une boulangerie française, tu vois? Du coup et comme, il y avait pas d'expatriés avant, il a dû s'adapter au marché local, donc un peu «corrompre» entre guillemets tous ses produits pour que les Paraguayens, ils aiment bien ou les expats ou les étrangers et tout et du coup, bah, en fait, c'est devenu, une chaîne c'est une chaîne qui a un nom français et tout, mais en fait, tu pas juste une baguette simple, une bonne baguette, tu vois? Et moi, j'ai jamais, trouvé une bonne boulangerie, vraiment, qui une bonne boulangerie, quoi. Tu vois? ouais, non, Enfin, non, mais je vois ce que tu veux dire parce que c'est la baguette, elle est beaucoup plus proche de la brioche que de la baguette dans ce genre de boulangerie, c'est affreux, ouais, hein, c'est clair, c'est clair. et ici, là, tu vois, c'est le premier. Bon, à part Buenos Aires où là, c'est différent parce qu'en fait, c'est des Italiens, hein. Du coup, tu as des charcuteries, des fromageries, du bon pain et tout. Là, c'est différent parce que c'est comme si tu étais en Europe. Donc là, je suis content quand j'y vais, je mange des sandwichs, jambon beurre, tu vois, là-bas. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est le seul que j'ai vraiment trouvé, dans un milieu isolé qui a vraiment fait une bonne boulangerie française, quoi. D'accord, OK, nickel. Non, mais c'est ça intéressant parce que, tu vois, c'est aussi ça, c'est voyager, c'est aussi se retrouver des fois un peu de chez toi, là-bas et de se rendre compte que des fois c'est une escroquerie, tu vois? Ou pas. Donc et quand c'est réussi, c'est très bien, tu vois? Donc ça, si jamais tu as des idées de business où tu veux ouvrir une fromagerie ou une boulangerie ou une charcuterie à la française ailleurs, c'est vrai que ça peut marcher. En plus, si tu es dans un endroit où il y a déjà aussi un noyau d'expats qui ont envie de retrouver aussi cette expérience, ça peut être intéressant, quoi. Hem Au final, Louis, là, on va arriver bientôt à la fin, je pense, de l'entrevue. Heu, Est-ce que tu peux nous parler parce que parlons-en, parce que là, on avait quand même là le focus à fond sur tout ce qui était Paraguay, Argentine, tout ça. Est-ce que tu peux juste alors nous évoquer un tout petit peu l'Argentine, ce Buenos Aires, ce que tu as pensé justement de l'Argentine? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y a un climat social et politique et c'est assez compliqué, en ce moment, mais ça, c'est normal, hein, parce que le pays, il est en train de se faire une petite cure antisocialiste en ce moment qui est assez drastique et le socialisme quand tu l'as connu pendant 50-60 ans, bah, tu peux pas en guérir en seulement 2-3 ans. Ah bien sûr. Et après aussi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi du Brésil parce que le Brésil, c'est un pays qui est peut-être trop divers et il y a plusieurs Brésils dans le Brésil et j'aimerais bien avoir ton expérience aussi là-dessus parce que entre le sud du Brésil, hein, qui est le plus proche de l'Uruguay et le nord, c'est pas le même pays, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. Bah, l'Argentine, quand j'y étais y allé il y a quelques mois,
je sentais qu'il y avait vraiment beaucoup d'espoir, de la part de la population. Ils avaient vraiment envie, que Milei il fasse, ce qu'il avait prévu et cetera et donc je te dis mes 2 ressentis, hein, c'est prendre un peu des pincettes parce que c'est moi, c'est mon expérience et tout, mais du coup, le fait d'y aller 2 fois un peu au début et là, plus en avance dans ce mandat et tout, en fait, ce que j'ai ressenti au début, tout le monde avait beaucoup d'espoir, vraiment ils avaient envie. En fait, c'est comme si il y avait un côté aussi, ils avaient pas le choix donc en fait, il fallait, tu vois, que enfin, ils avaient vraiment envie parce qu'ils en pouvaient plus, quoi. C'était un Mmh. peu ça, c'était tellement au bout du truc que voilà et c'était un peu un sentiment qui était assez général, je trouve, quand je parlais à tout le monde, Mmh mh. et là, c'est vrai que maintenant, là, quand j'y suis retrouvé, c'était un peu plus compliqué parce que déjà quand j'étais allé il y a quelques mois, les prix ils avaient vraiment pas mal augmenté. Moi, je trouvais encore que ça allait, que c'était pas faux, enfin, ça allait, tu vois? Que c'était pas non plus là, c'est vrai que j'y suis retourné, donc là, j'y étais, bah, la semaine dernière. Putain, c'est vrai que là, effectivement, les prix, ont vraiment, vraiment augmenté et là, en parlant aux gens, c'est quand même pas le même son de cloche. Je trouve quand même que là, les gens, ils se demandent un peu, ils commencent à douter. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc où si ça reste comme ça devient compliqué. Les prix ont vraiment augmenté, notamment, tu vois, tous les chauffeurs de taxi, tout ce qui est les assurances, les trucs comme ça. Ils me disent en un mois, depuis janvier, là, ça a doublé. Leur prix d'assurance de voiture, un pote français, il me dit le prix d'assurance santé, il payait 100 par mois. Là, ils lui ont refait le contrat, c'est 200, tu vois? Pour lui et son fils et donc là, en ce moment, c'est quand même assez compliqué. Même moi, tu vois, qui quand même, j'ai un revenu qui est quand même en dollars euros, donc je subis un peu moins, tu vois? Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment cher et je me suis vraiment demandé comment les gens ils faisaient. Ouais, c'est mieux, je pense. Hem, ouais et du coup, là, en fait, il faut voir comment ça évolue parce que c'est vrai que sur l'Argentine, les j'ai l'impression que là, il y a quand même un coup dur au niveau de la population où il y a quand même beaucoup les restos sont pleins, tu vois, d'une certaine manière. Tu as toujours une Ouais. classe, une frange de la population. Évidemment, moi, j'étais dans les quartiers, riches, hein, donc il y a quand même les restos sont pleins et tout. Il y a quand même une frange de la population qui vit et tout. Mais quand même, globalement, il faut voir comment ça évolue, mais de l'intérieur, c'est toujours compliqué parce que les Argentins, ils ont un peu toujours tu sens que c'est quand même pas facile, quoi, pour eux. Franchement, ils en ont pris dans la gueule depuis des décennies et je pense qu'ils ont vraiment envie que ça s'arrête et tout et évidemment, comme tu dis, pour qu'il y ait un rééquilibrage, quand tu cut, toutes les dépenses et tout, il faut forcément que tu un peu une période chaotique. Peut-être qu'on est dedans, c'est ce que j'espère pour eux et que derrière, ça va marcher, tu vois? Moi, c'est ce que Mmh mh. j'espère vraiment, parce que j'aime bien et tout, mais c'est vrai que, ouais, c'est Ouais. Bah, de toute façon, on espère et puis c'est vrai que c'est assez, on verra si l'espoir Millet, fonctionne ou pas ou si ça va être compliqué. Enfin, c'est très particulier. Après, il essaye de faire des bonnes choses, mais on sent qu'il y a voilà, il y a des certaines choses aussi des fois qui laissent à désirer. Donc de toute façon, c'est un sujet en lui-même et je sais que quand j'en avais parlé avec Nicolas, qui vit lui en Uruguay, pas très loin de Buenos Aires justement. On en parlait et puis il me disait que l'Argentine, c'est pas ouais, c'est en ce moment, c'est pas ouf en fait. ouais. C'est pas top. Enfin voilà, c'est pas si top que ça. Non, non. Enfin bon, de toute façon, je pense que l'Argentine, c'est une affaire à suivre et peut-être on se refera un live ensemble, hein, si tu veux, pour en reparler plus tard, je sais pas. Mais Ouais, mais là, je carrément. Mmh. là, je te propose, on monte un peu dans le nord, l'Uruguay, tu l'as fait ou pas toi? Tu y es passé ou? Non, non, c'est vraiment un pays, du coup, je parle, avec, Nicolas aussi, c'est vraiment un pays que j'ai envie de visiter. Qui OK. pour le coup, à mon avis, a pas mal de potentiel en tant que, terre d'installation, tu vois? Pour des Européens mais j'ai pas encore, visité l'Uruguay, mais c'est une de mes destinations, peut pas tout faire, mais Ouais, bien ouais, sûr. Ouais, ça donne envie l'Uruguay aussi. Alors apparemment, c'est un pays qui est très socialiste aussi, donc ça, c'est no bueno quoi, malheureusement, mais c'est comme ça. Alors justement, terminons, je pense, l'épisode de ce soir avec toi, avec le Brésil. Parce que le Brésil, c'est un peu cette dernière carte, d'Amérique du Sud-Sud, dont on parle de temps en temps, mais pas plus que ça, parce que c'est un pays qui est quand même qui est beaucoup moins avantageux que peut être le Paraguay fiscalement ou, voilà. Pourtant, ça reste un pays, voilà, d'Amérique du Sud,
belles racines européennes aussi, même si c'est assez différent la population qu'on peut retrouver sur place, hein. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire toi? Quelle partie de du Brésil tu as découvert, que tu as visité et aussi qu'est-ce que tu en as pensé, quoi? Bah, alors ouais, moi je suis allé du coup plus dans le sud, du Brésil, donc c'est plus on va dire les comme tu dis, hein, il y a plein de Brésil, c'est immense comme pays. Mmh. Du coup, moi je suis plus dans le sud, donc la partie un peu plus, européanisée, ethniquement un peu plus, blanche, allemande, et cetera, tu vois? Ouais. Et donc voilà, donc moi je suis dans cette partie-là du sud du Brésil qui en fait est plus près, tu vois, du Paraguay, c'est un état qui est quasiment collé et du coup, bah, écoute, j'avais vraiment pas de pour le coup, je connaissais pas du tout l'Argentine, je m'y étais pas mal intéressé. Le Brésil, j'y suis allé, plus parce que, en fait, eux voulaient, y aller, donc ma femme, ses parents et tout, donc moi je les ai rejoints. Et en fait, vraiment, ça a été une super, bonne surprise. Pareil, tu vois, là, c'est le ressenti, c'est pas du tout, mental et tout, mais franchement, les gens, ils sont super, agréables. Tu as vraiment ils sont décomplexés. Tu vois? Ils sont vraiment tu as une douceur de vivre. Ils sont décomplexés, ils sont super, aimables. Ouais, ouais, j'ai vraiment un bon feeling, mon épouse, elle adore, ici et puis, c'est vrai que c'est quand même particulièrement beau, hein. Le Brésil, enfin, c'est assez époustouflant le côté, jungle, tu as l'océan, tu as quand même des montagnes et tout et ça change, au Paraguay, c'est quand même quand même niveau nature, c'est vraiment pas le point fort, on va dire, du Paraguay. Mmh. Pour le coup, le Brésil, clairement, c'est le point fort et du coup, c'est super. Après, là, je suis en train, du coup, d'apprendre, tous les jours un peu des cours accélérés en portugais, là, parce que mine de rien, c'est en brésilien, c'est une langue qui est vraiment différente. Donc ça demande, ça faisait longtemps parce que c'est vrai, c'est aussi l'avantage, tu vois, on l'a pas dit, mais de l'Amérique latine, c'est que tu fais quand même, je sais pas, 5 000 8 000 kilomètres, 10 000 kilomètres et tout le monde parle espagnol et ça, c'est quand même un un bon avantage. Et donc ici, c'est le seul pays où ils parlent portugais. Donc c'est ça un peu le truc du Brésil, mais moi j'ai un bon feeling, les prix sont vraiment corrects, les paysages sont magnifiques. Là, c'est plus trop l'été, donc c'est un peu plus tranquille et voilà. Après, bah, c'est un pays immense. Moi, je suis juste dans un petit bout, Mmh. mais c'est vrai que en fait, le truc, j'ai tendance de plus en plus à me méfier. On est tellement biaisés en tant qu'occidentaux sur les informations qu'on a sur le monde et en fait, maintenant, je sais plus, enfin, je crois plus rien, quoi. Parce que en fait, autant le Brésil, j'ai juste, subi une propagande en continu depuis, depuis que je suis né, tu vois? Alors qu'en fait, bah, potentiellement, il y a la vie sur place, c'est peut-être pas comme ça et donc là, c'est vrai que, tout ce que j'avais entendu, en fait, sur le Brésil, c'est peut-être lié à l'endroit où je suis, mais n'était pas spécialement vrai, tu vois? Bon, là, l'insécurité, le fait que ces gens sont pauvres et tout, en fait, c'est des gens qui, là où je suis, dans cette région, qui me ressemblent, quand même assez, tu vois? C'est pas mal de de blancs, blonds et en fait, les Brésiliens sont super cool. Ils sont amicaux. Enfin, moi, c'est ce Mmh. que j'ai ressenti, en tout cas dans cette zone-là où on est, quoi. Santa Ouais. Catarina. Ça, c'est important ce que tu dis parce qu'en effet, entre les idées reçues qu'on peut avoir sur ces pays-là, surtout nous, hein, tu sais? Parce que nous, je pense qu'on doit à peu près avoir le même âge. Toi, tu as la trentaine passée, Ouais, je ouais. pense? Ouais. Donc nous, tu vois, on a grandi dans un monde qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand on était jeunes, on nous disait: «Oui, la France, 5e, 4e puissance mondiale, l'Europe, c'est riche, c'est puissant, la Chine, c'est pauvre, le Brésil, c'est pauvre, c'est les favelas». C'est voilà, en fait, on a grandi dans un monde qui n'existe plus, dans le sens où on a ces pays-là qui se sont développés, qui se sont enrichis et en parallèle de ça, on a notre pays, donc la France, qui lui s'appauvrit et se tiers-mondise. Donc en fait, il y a 2 mouvements Mmh. contraires qui ont lieu depuis qu'on est gamin, Ouais. c'est que le monde avance, nous on stagne, voire on Mmh. s'appauvrit, on décélère, on recule et c'est extrêmement important que ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore bloquées dans ce système de pensée des années 90. C'est la fin de l'histoire, l'Europe, l'Occident est grand gagnant, le modèle, indépassable, c'est celui la social-démocratie, ouais, ce genre de choses. Alors qu'au final,
on est déjà dans le rétroviseur du monde, quoi et ça, je suis totalement d'accord avec toi et il y a que le voyage, que l'expérience sur place, ailleurs qu'en France, pour te faire réaliser qu'en fait, en France, on te vend un gros scam sur ce qu'est le pays, Ouais. sur ce qu'est le système sur place et qu'au final, quand tu vas ailleurs, tu te dis: «Bah, en fait, un Brésilien, ça vit aussi bien que toi, un Argentin, ça vit, quasiment aussi bien que toi», en termes de niveau de vie matériel, hein, j'entends. Pareil en Asie, hein, d'ailleurs, parce que vous étiez à Bangkok, en Thaïlande, tout ça, enfin, tu vas au Vietnam, par exemple, franchement les mecs, enfin voilà, ça vit bien aussi, hein, donc Ah ouais. et il y a que le voyage, en fait, Ouais, en ouais. Malaisie, c'est ultra développé, ouais. Ouais et tu sais, il y a on dit souvent qu'il y a tu as les Japonais quand ils viennent en France, à Paris, tu sais, ils prennent une grosse claque dans la gueule parce que sur place, c'est absolument pas comme ce qu'ils pensaient que ça allait être, hein. Parce qu'on leur survendait, une image de Paris qui était Ouais, l'image de romantique, qui était Paris, ouais. propre et cetera. Et toi, tu as un peu le même f tu un peu le même phénomène pour le français? Enfin, en tout cas, le français qui ose affronter la réalité en face, hein. C'est que quand tu voyages, tu as le même phénomène, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand tu voyages, tu dis: «Oh putain, ouais, en effet, dehors, c'est peut-être plus c'est pas si mal que ça, en fait, par rapport à Ah bah ce ouais, qu'on m'a dit, non mais à quoi ça ressemblait». c'est clair. Et ça, il y a que le voyage, hein, pour te le faire réaliser, Ouais. quoi. Et c'est pour ça, tu sais, quand tu as des personnes comme toi qui voyagent, quand tu en as d'autres, tu sais, qui vont te dire: «Oui, mais» tu sais, avec le mème de la carte vitale, quoi. «Oui, mais en fait, la carte vitale, tu en as pas forcément besoin», Bah, tiens, d'ailleurs, une question pour toi, niveau santé, comment ça se passe? Est-ce que, si jamais un jour tu te casses une jambe, est-ce que tu vas mourir dans la rue ou ça va, Alors, bon, ça va? moi, avant, j'avais pris une assurance, santé, au Paraguay. Et puis, en fait, je l'ai résilié parce que je l'utilisais pas, on l'utilisait pas et en fait, maintenant ce que je fais, c'est que, imaginons il nous arrive un truc, on paiera cash, sachant que c'est jamais très cher, quoi qu'il Ouais. arrive, tu vois? En tout cas, là au Paraguay dans les cliniques et le franchement les cliniques sont super, hein. Bah, là, tu vois typiquement au Brésil, c'est je veux dire la France, n'a rien à envier au Brésil sur le système, enfin sur l'infrastructure de santé des hôpitaux, hein, Oui, ici, ouais. ouais, mais ça, c'est hallucinant. Je crois qu'on s'en rend pas compte, hein, mais c'est que quand tu vas dans un hôpital dans un pays étranger, on se rend pas compte de la qualité aussi du service hospitalier, à l'étranger Ouais, comparé à ce qu'on a en France, hein. Les infrastructures d'ailleurs, en plus, ce sont des pays qui se sont développés, de manière assez fulgurante dans les années 90-2000-2010, hein, et ils ont quand même des infras qui sont assez récentes, assez qualitatives, alors que nous, tu vois, en France, on se balade encore des hôpitaux des années 70-80, tu vois? Ça, encore une fois, l'expérience du milieu hospitalier à l'étranger, c'est aussi une grosse claque dans la gueule, en général. Parce que ouais. là, tu te rends compte que déjà les infras sont bien, que les listes d'attente, ça n'existe pas, et que même d'ailleurs des fois le prix de l'assurance, de la mutuelle, elle est, quand même assez dérisoire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, on payait je crois 50 par mois et on pouvait avoir, consultation illimitée dans toutes les branches. Et donc enfin, tu vois, c'était vraiment pas cher et en fait, sachant que le Paraguay, c'est peut-être un des pays justement où c'est peut-être le moins bien pour le côté santé et malgré tout, quand tu vas dans les cliniques, franchement, c'est mieux qu'une clinique en France, hein, qu'un Mmh. hôpital en France et tout et pareil, tu vois, si tu as un problème, bah, tu t'envoies un WhatsApp et ou même, tu vois, en fait, tout est fluide, quoi, mais de manière générale, les choses sont fluides, hein, comparé à Ouais. la France, c'est ça qui m'embêtait aussi et c'est vrai qu'ici, si enfin, les problèmes, ils sont résolus quand même assez rapidement, tu vois? Et ça, c'est quand même assez facile. Tu Ils se prennent pas la tête, tu vois? Si n'importe qui, un banquier, un médecin, et il te dit: «Bon, bah, vas-y, bah, je te file mon WhatsApp et tu m'envoies un message s'il y a un truc», tu vois? Ou alors quand ta carte, Mmh. elle arrive, il va t'envoyer un WhatsApp pour te dire: «Viens la chercher» et c'est des trucs où, en fait, ça simplifie parce qu'ils ont pas ces blocages-là, ces règles. Ils s'imposent pas ces barrières-là que la France s'impose et du coup, ça fluidifie à peu près tout. Alors du coup, ils ont le retard un peu sur certains trucs, même si dans le pays comme Argentine, Brésil, ils ont aucun retard, sur la France à plein de niveaux. Mais on va dire le Paraguay, bah, vu qu'il y a ce côté un peu, bah, peer to peer, enfin, tu vois, fluide et cetera et ils se prennent enfin, en gros, le but, c'est pas de te trouver des problèmes, comme j'ai l'impression qu'ils aiment bien, faire en France. Là, ils trouvent des solutions, quoi. Leur but, c'est de se simplifier Ouais. quand même la vie en permanence, C'est ça, oui. c'est mieux. C'est
Ouais, c'est oui, c'est ça, la procédure compte moins pour eux que le résultat final, quoi C'est et ça. alors il y a de ça, je pense qu'il y a en effet le millefeuille administratif et l'usine à gaz administratif qui est moins présente là-bas que chez nous. Mais je pense aussi, qu'il y a le lien social qui est moins attaqué, en fait, que ce qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire qu'il y a plus de solidarité peut-être Ah entre OK. les individus sur place, il y a plus d'entraide aussi. En France, on l'a totalement perdu, quoi, à force aussi de tout étatiser, de tout socialiser, de tout collectiviser. Au final, on a perdu aussi le sens de ce que c'est que la communauté, que la famille, que l'entraide justement et rendre service à son voisin, tu vois? À son patient, voilà, à son client. On a moins ce côté-là en France et je pense que là-bas, c'est aussi peut-être dû au fait que l'État est moins présent, le fait que ce soit aussi des sociétés qui sont plus catholiques, moins athées que ce qu'on a en France. Je sais pas, il y a peut-être un je pense qu'il y a tout un rabbit hole à explorer là-dessus, mais ça serait intéressant d'y aller, quoi. Mais en tout cas, de toute façon, nous, Louis, là, ce soir, ça va faire, 1h47 qu'on discute, tu vois? Ça Ouais, ça passe vite. passe vite, hein. Donc on va devoir, malheureusement arrêter, la discussion ici, mais on pourrait pourquoi pas la reprendre à une autre occasion parce que j'ai beaucoup apprécié moi les discussions qu'on a eues, c'est passionnant. J'aime bien écouter ces récits de voyageurs, c'est ça, on pourrait appeler ça comme Ah ça, bah, des récits de c'est voyageurs, avec d'avent plaisir. des aventuriers qui vont à l'autre bout du monde et qui nous partagent un peu leur aventure. Moi, j'adore ça, quoi. Donc, de toute façon, on va bientôt s'arrêter là. Juste avant qu'on s'arrête, déjà, il va me rester à te remercier d'avoir, passé avec moi 1h45. Avec C'était vraiment plaisir. une très, très belle discussion et avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire, bah, justement, pour ceux qui écoutent, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout à l'heure, tu évoquais ton épisode chez les gars de Bunker, chez GG Science, hein. Mais au-delà de cet épisode-là, où est-ce qu'on peut te retrouver sur X, sur, YouTube ou ailleurs? Bah, du coup, ce serait pas mal plutôt sur YouTube. Après, si vous avez des demandes ou que vous pouvez me poser des questions et tout, c'est possible sur X, hein. Je suis accessible, sur X, mais je vais peut-être un peu moins poster, sur X et plus, je pense, sur ma chaîne YouTube, dans les prochaines semaines. C'est un peu mon but de justement un peu plus partager, des témoignages et puis aussi, te apporter des solutions, enfin voilà, sur l'Amérique latine. Et donc voilà, plutôt la chaîne YouTube qui est du coup, Louis, expatriation. Bah, j'ai mis un commentaire de toute façon dans le chat et c'est, D'accord. arobase Louis expatriation. D'accord, OK. OK, très bien. Bah, de toute façon, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube, directement en commentaire de la vidéo et si tu veux, ce qu'on pourra faire, c'est que je te mettrai en collaboration sur la vidéo. Super. OK. Comme ça, du coup, les gens pourront directement te suivre et faire le lien avec le live et ensuite la vidéo. Nickel. Bah, écoute, Louis, encore une fois, un grand merci à toi. Je vous invite tout le monde à aller s'abonner à sa chaîne YouTube, à le suivre parce que ce genre de récit, on en a besoin. Ça permet aussi aux gens bah, voilà, de se rendre compte de ce que c'est que l'expatriation, de partir, sans forcément de trop de capitaux, mais pourtant, faire quand même la démarche et les récits, les expériences comme les tiennes sont essentielles pour les personnes comme ça qui peuvent se projeter et qui ont besoin, voilà, c'est qui ont toujours un peu cette appréhension à sauter le pas. Qu'est-ce qui leur manque en fait comme information et des personnes comme toi, vous êtes en fait des puits de savoir, quoi. Donc, merci en tout cas de nous avoir partagé ton expérience et puis, bah, de toute façon, je pense qu'on se fera peut-être un autre épisode parce qu'on n'a pas il y a certaines questions que je voulais te poser, mais j'ai pas eu l'occasion, donc peut-être une autre fois. Ah. Bah, ouais, ouais, carrément. Bah, merci, merci à toi. Je suis content que ça t'ait plu. J'espère que ça a plu aux gens qui ont regardé et puis, ouais, ça, il y a toujours plein, plein de sujets. Enfin, tu peux toujours ouvrir sur plein de choses. Moi, ce sera avec plaisir, de Bah, repasser, écoute, hein, là-dessus. écoute, je note, hein. Bah, merci à toi, puis, bah, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à cette heure tardive en France, hein et je te dis à peut-être une prochaine. Ça Oui. marche. Allez, bye. Salut. Ciao. Ah, merci.